suis Elodie et je suis l'invitée du Hot Game. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Game. Et aujourd'hui, je reçois Elodie d'Asmodée. Bonjour Elodie. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Tu sais plus ou moins à quoi tu t'attends? Écoute, je vois qu'il y a des petites choses à déguster ici. Je sais que tu vas me poser quelques petites questions et qu'entre toutes ces questions, je vais faire une petite épreuve de dégustation. Et donc, donc allons-y, hein, c'est parti. Tout à fait. Donc, ce qu'Elodie vient de nous décrire, oui, c'est clairement inspiré des émissions Hot Ones de Ken Kojandi. Vous savez, l'émission où les invités mangent des nuggets avec des sauces ultra piquantes. Ici, j'ai pas pris des sauces piquantes, mais j'ai pris des chips assez relevés. Je m'inspire aussi de Guillaume Play avec son émission Legend Media. Et je m'inspire aussi de Frédéric Lopez pour certaines séquences. Est-ce que tu manges épicé, en général? Mais je trouve que la notion d'épicé est très subjective parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger épicé, du simple poivre, ça va être épicé. Or, pour moi, le poivre, c'est pas épicé. Ça ne te fait rien? Non, mais par contre, parfois quand je vais en Asie et que je demande not too spicy et que j'ai une assiette qui me défonce la bouche, j'ai un peu plus de mal. Donc on va dire que je suis résistante aux épices, mais pas trop non plus, quoi. Disons que je suis dans la moyenne haute, mais pas non plus extrême. Juste avant de commencer, un tout grand merci pour les personnes qui suivent l'émission aussi bien sur YouTube qu'en podcast. N'hésitez pas à vous abonner, actionner la petite cloche pour savoir quand je mets des nouvelles vidéos ou des micro-séquences pour voir un petit peu les meilleurs passages de l'émission. Mettez aussi 5 étoiles sur le podcast, ça aide au référencement et ça va me permettre peut-être d'avoir de plus en plus d'invités. Allez, tu es prête? Je suis prête. Eh bien, on va passer à la première séquence, c'est parti. Alors, nous sommes dans une petite ambiance bleue. Oui. Nous avons un petit bol bleu avec des petits snacks bleus. C'est parti. Et donc, le but est de, à chaque séquence, vider le petit bol. Ah, parce qu'en plus, on t'a mangé les 4. Ah ben oui. Ok, d'accord, ça va. Ah ben oui. Ok. Si jamais t'es en galère, j'ai quand même préparé 2-3 petits trucs. Il y a de l'eau. Je sais pas si c'est vraiment conseillé quand... Non, en général, on dit que c'est du pain qu'il Ouais, faut manger. Je n'ai pas mis de pain, mais j'ai un lait aromatisé aux fruits rouges. J'ai un peu de soda, j'ai de la crème chantilly et j'ai du yaourt. C'est quoi le rapport avec Eh la bien- crème chantilly? Eh bien, le gras apaise le piquant. Ok. Ok? Est-ce que j'aurais besoin de ça? On verra. Allez, Allez, santé. hein. santé. Ça va. Ça va, ça. Ouais, c'est raisonnable. Tu vois, ma résistance aux épices, c'est pas mal. Ça vient parfois après aussi. Hein. Celui-là, oui. Ben, il vient quand même encore assez rapidement, normalement. Ça va. Ça va? Un petit deuxième, alors? Ah oui, on doit enchaîner d'un coup. Ah oui. Ah ben oui. Si je bois de l'eau à un moment donné, c'est peut-être juste parce que j'ai soif et pas parce que... Comment j'essaye de... On va dire ça. Est-ce qu'on a la langue bleue avec ce type de chips? Ah oui, on voit que t'as la langue bleue. Et toi? Bien. Ouh là là. Attends, ça... Déjà. ça va. T'as valé de travers. Non, mais 4 d'affilée quand même, c'est pas mal. Hein. On va commencer par toi, qui tu es. Quelles sont les informations qu'on trouve sur toi, sur ta carte d'identité? Alors, écoutez, moi je m'appelle Elodie Mijal. J'habite à Braine-l'Alleud. Enfin, je suis originaire de Braine-l'Alleud, mais j'habite à Ytre. Pour ceux qui ne voient pas par rapport à Bruxelles en général. On va dire que Ytre, c'est à 40 km de Bruxelles environ. Donc je me Dans tape quelle direction? direction Nivelles, Ok. direction du sud. Dans le sud. C'est près de Nivelles en fait, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc voilà, dans la vie, je suis responsable marketing et communication pour la partie francophone chez Asmodée Belgique du coup. Ça va faire presque 8 ans que je travaille chez Asmodée. Ok. Quelles autres infos qu'on peut avoir sur ta carte d'identité? Alors, on peut avoir d'autres infos telles que je me suis lancée dans une petite carrière musicale récemment. Ouais, Voilà, ok, mais ça on en parlera tout à l'heure aussi. tout à l'heure.
Sinon, je suis quelqu'un qui est passionné par le sport, par le voyage, la concrétisation de mes rêves au quotidien, c'est-à-dire que je me dis que chaque jour peut être le dernier et j'essaye de vivre ma vie à 100 à l'heure. Donc tu disais que tu travaillais chez Asmodée Belgique. Oui. Bon, quand on parle d'Asmodée, on parle jeu, c'est aussi un peu le principe de la chaîne, Bien c'est sûr. d'inviter des personnalités qui gravitent dans le monde ludique. Tu joues du coup au boulot ou pas? Alors, je devrais jouer beaucoup plus. Bien sûr, on joue, puisqu'il faut tester les jeux pour pouvoir les expliquer ensuite. Je suis quand même un peu la porte-parole de la société côté francophone. Donc, si je ne connais pas les jeux, si je ne joue pas aux jeux, il y a un problème. Après, honnêtement, je jouais beaucoup plus à mes premières années chez Asmodée. Je l'explique tout simplement parce que avant, je faisais beaucoup plus de soirées jeux. Parce que c'était tout nouveau pour moi, Asmodée, même si j'ai toujours eu cet aspect joueuse, mais pas vraiment joueuse ludique. Enfin voilà, j'ai toujours été très créative, j'ai fait partie des scouts, donc tout ce qui est jeu d'approche, jeu de piste, etc. Enfin, j'ai toujours été baignée là-dedans, mais pas vraiment sur le jeu de plateau en tant que tel. D'accord. J'aimais le jeu, mais pas, pas comme un grand ludiste tel que toi ou d'autres personnes que je côtoie. Et depuis maintenant, tu as découvert du jeu de société via ton emploi. Est-ce qu'il y a un type de jeu vers lequel tu te dis « Ah ben tiens, ouais, ça c'est le genre de jeu qui me correspond ». Ça peut être du jeu d'ambiance, ça peut être du jeu expert à pose d'ouvrier. Alors, mon type de jeu, c'est plutôt les jeux d'optimisation, jeux de placement de tuiles, un peu style Azul. Enfin voilà, c'est mon jeu coup de cœur, ça a toujours été. J'ai beaucoup aimé Sagrada aussi à l'époque. J'aime pas trop quand il y a l'interaction entre les joueurs. Enfin en fait, pour ce type de jeu, je préfère faire ma petite popote de mon côté, construire mon petit truc sans faire forcément attention aux autres. Mais à l'inverse, j'adore les jeux d'ambiance, j'adore sortir un Just One, un Time's Up, etc. Mais pour les jeux où il y a vraiment cette part d'optimisation, gestion, etc., j'aime vraiment bien, j'aime pas trop quand il y a des interactions, etc. Tout ce qui est jeu de draft, j'aime pas trop du coup parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'interaction. Donc votre dernier jeu qui vient de sortir chez Libellude, Harmonise, c'est carrément ta cam alors. C'est un petit peu mon jeu du moment. Je vais même t'avouer que j'ai pas fait encore une partie complète, j'ai fait que quelques tours parce que manque de temps, etc. Mais il faut absolument... Mais en fait le problème c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur un jeu. À chaque fois que je veux le tester... Déjà, il est plus de stock chez nous, j'annonce. Déjà ? Oui, voilà. Il est presque plus de stock dans les boutiques, donc si vous voulez l'avoir, c'est maintenant, il faut foncer. Et on va avoir des réassorts, je pense, dans le courant de l'année, mais à chaque fois que je veux l'essayer au showroom, il n'y est pas. Il est chez un sales ou dans une boutique, dans une voiture, prêt à être testé. Et donc, j'ai pas pu faire une partie complète. Mais j'ai eu les explications, j'ai fait 2-3 tours et c'est exactement ce style de jeu-là qui est ma cam. Si tu veux, après l'émission, on peut en faire une partie. Regarde, il est juste là. Oui, je vois, oui, volontiers. Tu vas voir, il y aura un trou à un moment donné, quand je vais partir, je l'aurai volé. C'est un peu le comble, ça. Donc celui-là, ça pourrait être ton jeu du moment. Et un jeu, toi, que tu qualifierais de ton jeu de tous les temps, vraiment, on te dit, tiens, on fait bien une partie de tel jeu et tu vas faire... je dois partir, mais allez, je fais quand même bien. C'est très compliqué, hein. C'est pareil que poser la question quel est ton film préféré, etc. Ça va peut-être paraître être simple, mais c'est parce que j'ai déjà eu le cas. J'étais à une soirée chez des amis, il était 2h du matin, tout le monde rentre chez soi et on m'a proposé un Time's Up. Et en fait, il n'y a rien à faire. Moi, le Time's Up, j'adore. Enfin, c'est pas mon jeu préféré, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'éclate. Parce que je trouve que ça donne... Enfin, je sais pas, ça me procure un pic de dopamine que de jouer au Time's Up. Et puis, je suis aussi une grande fan de poker. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, du poker. Ouais, j'aime beaucoup le poker. Et pareil, j'ai ce sentiment de dopamine quand je remporte des paires, etc. ou que j'ai des combinaisons et ça me procure un bien-être. Et ça, je pourrais faire des parties de poker jusque très très tard, même très tôt, le lendemain matin. J'aime beaucoup, j'ai découvert ça, je jouais de temps en temps il y a quelques années, mais là ça fait quand même 1 an que je joue plus régulièrement, j'ai joué en ligne, j'ai été à des vrais tournois. T'as fait du tournoi de poker ? Oui, donc avec mes anciens amis aventuriers de Koh-Lanta, on a fait un événement à Namur, au Casino Namur, où là, je l'avais déjà fait l'année dernière, et là je l'ai refait, et j'ai vraiment ressenti ces sensations, je sais pas comment expliquer, mais vraiment cette...
prête à mettre de l'argent, le perdre ou quoi que ce soit. Il y a un aspect chance, mais il y a aussi un aspect hasard, combinaison, il faut savoir reconnaître les combinaisons, puis cet aspect de bluff aussi, apprendre à lire les gens, cacher sous leurs lunettes, etc. Et je trouve qu'en fait... T'arrives à garder ce qu'on appelle la poker face sur... honnêtement, oui, vraiment. Ça, je le sais, puisque j'ai réussi à faire des coups quand même vraiment pas mal. C'est quoi ton meilleur coup que t'aies pu faire, pour toi? J'ai eu un... Je crois que c'était un full à la rivière. Donc enfin voilà, c'est vraiment un jeu qui allie plusieurs mécanismes. Voilà, t'as du hasard, t'as du bluff, tu dois pouvoir aller savoir aussi les combinaisons qui vont te rapporter des points, des probabilités, tu vois. Donc j'aime vraiment énormément ce jeu. Et c'est vrai que j'y joue en ligne aussi. Et j'apprends en ligne, mais en ligne, c'est pas du tout le même, parce que tu vois pas la tête des gens, tu peux pas imaginer quand ils bluffent, parce que t'as pas la tête des gens, quoi, tu vois. Non, t'as pas le non-verbal devant toi qui dit quand même parfois quelque chose. Mais c'est vrai que toutes les fois où j'ai joué, je reste stoïque, je parle pas beaucoup pendant les coups, je joue et je montre aucune émotion, quoi. Et je regarde surtout pas trop mes cartes, parce que je sais que quand on regarde beaucoup ses cartes... ça peut... Enfin voilà, je regarde mes cartes, je me dis bon c'est bon tu les retiens, t'as que 2 cartes à retenir, c'est bon quoi, tu vois. Et voilà, j'essaie de pas trop les toucher, et puis en fait je suis hyper neutre quand je joue au poker. Je laisse rien paraître. Donc voilà, si un jour t'as envie de faire une partie ou quoi, ça me fait plaisir. Ça pourrait te faire Mais une bonne attention histoire. à ta money. Hein. Bon, on pariera sur des chiffres, tu mettrais pas des cacahuètes. Sinon, un jeu que j'adore aussi éperdument, rien à faire, c'est les Aventuriers du Rail, parce que je trouve que c'est vraiment le jeu de plateau que je renseigne à quelqu'un qui ne jouerait jamais, et que je me dis, de toute façon, pour moi, c'est une valeur sûre. Je n'ai jamais entendu personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas les Aventuriers du Rail. Alors ça peut paraître trop simple pour certaines personnes, mais je trouve que c'est vraiment la porte d'entrée aux jeux de société modernes. Oui, surtout maintenant avec les éditions Ville qu'ils ont faites pour faire des parties. Parce que t'as beaucoup de personnes qui disent « Oh non, rester 3/4 d'heure sur un jeu et tout ça ». Mais là, en 15-20 minutes, tu peux plier la partie. Même 5 minutes, parfois les versions Cities. Donc... Oui. Franchement, oui, et puis toutes les extensions qu'ils ont rajoutées, avec à chaque fois des petites déclinaisons, je trouve que ça... Tu as fait la campagne du Legacy? Non, toujours pas, je dois la faire. Mais le problème, c'est que je voudrais la faire avec Jessica, ma collègue, mais elle l'a déjà faite, et ça m'intéresse pas de la faire avec elle si elle l'a déjà faite, et je trouve pas ma team, en fait. Je voulais la faire avec Fiona. Mais il y a plusieurs fins. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, donc elle m'a dit, mais c'est pas grave, je peux le refaire une deuxième fois. J'ai trop envie de le faire, parce que je suis une grande fan des Aventuriers du Rail, j'ai toujours pas fait, tout simplement parce que j'ai une vie à 1000 à l'heure, il faut que je trouve le temps, il faut que je boucle des moments. Tu connais le twist qu'il y a à la fin de la première partie? Non. Même pas. Même pas? Non. Oh. Non, j'ai pas envie de savoir. Ah ben non, je on sais qu'il y a un twist, mais je sais pas lequel. Non, on va rien dire, mais ouais. C'est un truc qui est tellement... Vrai mais en plus, c'est tellement thématique. Mais non, mais on rajoute une partie de la carte, c'est ça? Je te dirai rien, mais il y a un truc qui est tellement thématique que tu fais, mais non, mais oui. Oh, mais j'ai envie que tu me dises. Ah ben non, je te dirai pas. On va passer à la séquence suivante où on parlait de ton enfance, de voir comment elle était la petite Élodie. D'accord. Mais avant, on va passer par un petit coup de wasabi. Ah ouais, j'aime bien ça, le wasabi. T'aimes bien le wasabi? Ouais, j'aime bien. Ouh. Alors, le wasabi. Alors, les cacahuètes ici, si tu les manges comme ça, tu vas sentir un peu le wasabi. Si tu veux vraiment avoir tout le côté du wasabi qui te monte dans le nez... Sucé ou quoi? Oui, mais on va en prendre plusieurs. Ah oui, d'accord. Allez, on en prend 3, c'est parti. Allez, on en prend 3. Déboîter la mâchoire. Ah oui, ça vient dans le nez et tout. En fait, ça vient vraiment... Ça passe par tout le flux ORL, là, tu vois. Non, moi, c'est ici. Vraiment tout le long. C'est bon quand même, hein. Le petit goût de cacahuète à la fin adoucit un peu. Hein. Oui. Le gras de la cacahuète va venir adoucir ça. Alors, j'ai ici, avec moi, sur ma tablette... Mais qu'est-ce que tu as? Une photo de toi. Tu as quel âge dessus, là? Je crois que je dois avoir 4-5 ans. Tu es né où et quand, si tu peux le dire? Alors, je suis née à Braine-l'Alleud, le 10 juin 1987. J'ai vécu à Braine-l'Alleud toute Tu as mon des frères et enfance. sœurs? J'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi. Elle s'appelle Amandine. À l'époque, tu jouais beaucoup avec elle? Ou tu jouais plus en famille, ou plus toute seule, ou avec des copains? Alors, à l'époque, on jouait énormément en famille ou avec mes amis. Mais alors, c'était vraiment les vieux jeux classiques, quoi. C'est-à-dire? La bonne paye, 10 de chute, les mystères de Pékin. Évidemment, on a tous joué à ça. Par contre, j'ai très rarement joué au Monopoly. Bizarrement. Ah ouais. On commence toujours par ça.
Les jeux de cartes, Crapette, le président, la Belote. belote, oui, vraiment beaucoup de jeux comme ça. Enfin voilà, le puissance 4, qui est, voilà. Et c'est vrai que quand j'étais petite, oui, je jouais beaucoup, mais tous des jeux classiques. Et c'est vrai qu'à mon adolescence, j'étais passionnée par... j'ai toujours un peu honte de le dire. Le premier jeu moderne que j'ai touché, c'était Pandémie. C'est toujours Pandémie à l'époque, mais j'étais une grande fan du Scrabble. Moi, j'adore les jeux de lettres, et j'adore ça. Et là, tu me dis, vas-y, je sors un Scrabble, j'adore. Enfin, j'adore vraiment ce jeu, quoi. Donc tu étais prédestiné, tout compte fait, à avoir une carrière chez Asmodée sans le savoir. Probablement, sans le savoir. Ton meilleur souvenir lié au jeu, une partie qui est restée mémorable, ou un moment, ou une ambiance que tu as qui peut te remonter en tête, comme ça tu dis ça c'était le bon temps. Je pense que c'était lorsque j'étais en formation pour justement faire les centres aérés. On avait fait un killer géant. Il fallait tuer quelqu'un en allant, donc il fallait l'emmener aux toilettes avec un verre de cocktail. Mais bon, tu vas pas avec un verre aux toilettes ou avec une fourchette, je sais plus ce que c'était. Et j'arrivais toujours à mes fins, j'arrivais toujours à trouver des trucs et tout. Et en fait, je sais pas, en fait, moi, ce que j'adore dans le jeu de société, c'est quand ça procure vraiment de la dopamine, quoi. Je trouve que c'est ça qui m'anime, en tout cas dans le jeu. Et j'ai beaucoup de très très bons souvenirs de parties de loup-garou, de grosses parties. Oui. J'ai des gros souvenirs sur des jeux d'ambiance plutôt, parce qu'au final c'était un super bon moment, plutôt que des jeux où on est posé autour de la table, où j'ai passé aussi des bons moments. Mais mes souvenirs marqués, c'est plutôt sur des grands loups-garous, j'en ai fait pas mal, où c'est parti de Killer Party, quoi. Jamais fait de jeu de rôle ? Jamais fait de jeu de rôle. Pas J'ai eu intéressé ? des initiations. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Voilà, je connais un peu le principe. J'ai eu quelques initiations avec François Romain à l'époque. Tu joues en famille, donc chez toi, le jeu était réellement bien perçu. Oui. Voilà. Et c'était pas une activité réservée que pour les enfants. Non, même entre adultes, c'était... Oui. Parce que il y a encore quand même, dans beaucoup de foyers, où le jeu est considéré comme une activité puérile. Ça n'a jamais été le cas chez toi ? Non, pas chez moi, pas dans ma famille, mais je suis d'accord parce que même quand parfois je vais dans des grands rassemblements et que je sors un jeu, ça devient de plus en plus rare. Hein. Mais avant, quand parfois tu sortais un jeu... Avec les générations actuelles, oui, voilà, mais avant tu sortais un jeu, c'est « Ah non, c'est pour les bébés !» Je dis « Bah en fait non, pas du tout, quoi. » Donc, mais je pense qu'avec le temps, on a vraiment compris qu'en fait, des jeux de société... c'était la base. D'ailleurs, j'étais à un rassemblement il n'y a pas longtemps avec des copains, donc des anciens aventuriers de Koh-Lanta. Et il y avait une salle où on se retrouvait entre nous, on pouvait boire un verre, etc. T'avais plein de jeux. Bon, c'est des petits jeux d'ambiance et tout, mais tout le monde jouait, quoi. Et pour eux, c'est pas du tout rébarbatif ou has-been ou quoi que ce soit, quoi. Et je trouve que ça a quand même changé dans les mentalités des gens. Avant, ça pouvait plus l'être. Ce côté has-been, ça ne l'est plus du tout maintenant. Franchement, je trouve que c'est un outil qui fédère, c'est un outil qui nous apprend plein de choses, c'est hyper éducatif. Je trouve que tous les jeux sont éducatifs, que ce soit un bête jeu d'ambiance, un jeu beaucoup plus expert, etc. Moi je suis jamais ressortie d'un jeu entre guillemets indemne. Je me dis toujours, même si j'ai pas aimé, au moins j'ai découvert. Il y a des jeux qu'on peut ne pas aimer, quoi, tu vois, ou moins aimer. Moi, il n'y a pas vraiment un jeu que j'ai pas aimé, parce qu'en général, les jeux que j'aime pas, je le vois direct et j'y joue pas. En fait, j'aime bien les jeux où t'es pépère, où tu peux prendre ton temps, où il n'y a pas trop d'interaction. J'aime beaucoup Seven Wonders Duel aussi, le nombre de fois où je fais des parties en vacances et tout, je trouve que c'est un jeu, c'est facilement zippable, j'aime à dire. Oui. Tu prends le jeu, tu le mets dans un zip, etc. Imagine que tu as cette petite fille à côté de toi, toi qui connais la suite de son parcours. Qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est très difficile de s'auto-critiquer comme ça. Mais je lui dirais qu'en tout cas, là, elle a l'air très innocente. On dirait que... Je sais pas ce que je pensais à ce moment-là, je pensais juste à sourire pour la photo. Mais je lui dirais qu'elle va avoir une belle vie, qu'elle va pouvoir avoir la chance de réaliser ses rêves et qu'elle peut être contente de tout le chemin qu'elle va parcourir. Bien. Et merci pour cette transition de parcours, Oui. parce que ça va être le thème de la prochaine séquence. D'accord, plaisir. Et donc, qui dit nouvelle séquence, dit nouvelle dégustation. Ouais. Mais ça, on dirait des Doritos. Pardon, j'ai dit de marque, je peux pas dire de marque. Écoute, je ne suis sponsorisé par personne, donc oui, c'est une marque très connue, c'est celle que tu as citée, mais je sais pas si je peux citer ou pas. Mais c'est au fromage ou pas ? Alors, il y a un petit goût au fromage. Mais c'est une spéciale quand même. Mais c'est une spéciale quand même. Ouais, okay. Ça, j'aime bien celui-là.
Bon, allez, on va essayer. Et t'as vu, j'ai pas encore bu hein, quand même. Non. Non, mais à un moment donné, je pense que je vais boire juste parce que j'ai soif, mais pas parce que c'est épicé. Bon, on va voir. Oh. Ah, ça vient un peu après. Non, ça va. C'est quoi? C'est les... Ah, mais je les ai déjà goûtés, j'ai mon apéro chez moi, à la maison. C'est là, c'est les Flaming Hot, elles s'appellent. C'est pas les C'est Nacho. pas un paquet noir? Non. Non? Non. C'est pas un paquet avec un piment et tout? Non, un paquet orange avec une flamme dessus. Ça passe, tu vois, ma résistance à l'épicé, ça va hein? Bien. Tu as fait quoi donc après l'enfance pour arriver là où tu es maintenant chez Asmodée? Ça a été quoi, je veux dire, un petit peu ton parcours, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, avant d'arriver là maintenant chez Asmodée? Ok, donc moi j'ai eu un parcours classique, donc j'ai suivi mes primaires au collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud, qui était quand même très élitiste. Donc là j'ai fait toutes mes primaires, mes humanités, et en 4e humanité j'ai bougé à l'Institut Vallée-Bailly à Braine-l'Alleud, où là j'ai vécu ma crise d'adolescence, j'avais 16 ans, j'arrêtais pas de sortir et tout. Du coup j'ai doublé. C'était quel type d'élève? La studieuse Alors la studieuse, mais last minute à fond. À chaque fois, j'étais dernière minute. Et quelqu'un qui a malheureusement une très mauvaise mémoire. Donc, je faisais partie de ceux qui devaient énormément étudier pour pouvoir réussir. Et sinon, en termes d'élèves, j'étais la bavarde. J'avais tout le temps des remarques dans mon journal de classe. Oui, n'arrête pas de bavarder, mais j'étais pas du tout insolente avec les professeurs. J'avais une éducation, mais j'arrêtais pas de parler tout le temps. À chaque fois, je n'arrivais pas à être attentif, quoi. Vraiment. Mais bon, voilà, je pense que les profs se sont quand même bien marrés avec moi. Donc voilà. Et puis du coup, après la Vallée-Bailly, j'ai doublé. Et puis j'ai fait ma 4, 5 et 6e humanité. Et là, c'était une révélation à l'Athénée de Rixensart en option théâtre, technique de transition. Et donc là, j'avais 16 heures de théâtre par semaine. Donc j'avais 4 heures d'art dramatique, 4 heures de déclamation, 4 heures d'expression scénique et 4 heures de je ne sais plus quoi, expression corporelle, je pense. Voilà. Et donc j'avais vraiment, je ne faisais quasi que ça de ma semaine. Et puis en même temps que je faisais du théâtre à l'école et aussi en académie, parce que je faisais du théâtre en académie, je devais en fait tout simplement à l'académie prendre une seconde option. Pour pouvoir terminer mon cursus, et j'ai choisi de faire du chant lyrique en me disant bon, j'aime bien chanter, du lyrique. Voilà, sous ma douche je vais faire du chant lyrique. Donc j'ai commencé le chant lyrique à 16 ans. Et, voilà, j'ai chanté du Mozart, du Bach, Schubert, Schumann, enfin voilà, des airs d'opéra, enfin voilà, des machin, enfin. Et ça a été vraiment une révélation. Et donc au début, quand j'étais à l'Athénée de Rixensart, j'étais prédestinée à une carrière, je voulais faire le conservatoire en théâtre pour vraiment aller à fond dans ma passion. Et l'opéra a surplombé la passion du théâtre parce que je me suis dit, en fait, j'ai toujours adoré le chant, j'ai toujours adoré le théâtre, pourquoi ne pas allier les deux? L'opéra, c'est ça en fait, c'est vraiment allier le théâtre et le chant. Et donc là, j'ai voulu aller faire le conservatoire de chant, sauf que là, j'ai eu malheureusement... je pense que mon prof de chant à l'époque a eu trop confiance en moi. Et il me donnait des chants qui étaient beaucoup trop durs, ou pas adaptés en tout cas à mon niveau actuel. Après, j'étais aussi quelqu'un qui chantait jusqu'à 3-4 heures du matin sur des bandes son, et donc je pense que j'ai bousillé ma voix. Si bien que j'ai été chez l'ORL qui m'a dit que j'avais des polypes aux cordes vocales, donc j'ai dû me faire opérer. Et là, on m'a dit, vous ne pourrez plus jamais chanter, donc le conservatoire, vous oubliez, quoi. Votre voix est trop fragile. Oui, c'est atroce. Donc c'est comme si on te disait, voilà, tu es joueur de foot, tu as une grosse douleur au genou, tu ne pourras plus jamais faire de compétition, c'est terminé, quoi. Et en fait, c'est ça, j'ai des lésions sur mes cordes vocales à vie, vu que j'ai été opérée. Donc ma voix sera toujours fragile. Et donc là, je ne pouvais plus faire le conservatoire en chant. Donc là, ça a quand même été très compliqué parce que c'était mon rêve. Je voulais vivre de ma passion. Donc là, j'ai fait plein de tests. J'ai fait des tests d'orientation pour voir où je serais apte à travailler. Ce qui revenait à chaque fois le plus, j'en ai fait plusieurs dans plusieurs centres, c'était la communication, relations publiques. Et donc j'ai commencé mes études à l'IEX et j'ai fait un baccalauréat en communication appliquée. Et puis j'ai fait 2 ans de spécialisation relations publiques. Et donc j'ai fait 5 ans d'études. Et donc j'ai cherché, filière classique. Le forum.be, Indeed, j'allais sur les sites de recherche d'emploi. LinkedIn.
LinkedIn aussi, j'étais déjà dessus à l'époque. Et puis, tout simplement, j'ai trouvé l'offre sur leforum.be, donc vraiment filiale classique. C'était coordinateur marketing et communication. J'ai lu, ça me plaisait bien. Le seul truc qui me plaisait pas, c'était Kortenberg. Je savais que c'était très loin. Et donc, je voyais que c'était Asmodée. Je savais qui était Asmodée. Tu vois, même si je n'étais pas une grande joueuse à ce moment-là, je savais qu'Asmodée, c'était éditeur des plus connus, Double, Jungle Speed, Time's Up. Bon, voilà, tu le sais, à l'époque, c'était vraiment... On parlait plus des éditions Asmodée, qu'après, c'est devenu un peu plus grand, évidemment. Et donc, je me suis dit, voilà, en fait, t'as rien à perdre. Je suis arrivée à cet entretien d'embauche. J'ai eu Eric van der Linden. Enfin, en fait, non, j'ai eu François Romain qui m'a fait mon entretien d'embauche. François Romain qui est très connu aussi dans le milieu ludique, qui travaille chez Captain Games, etc. Et donc, François allait être muté sur une autre fonction au sein même d'Asmodée. Et donc, il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Donc, j'ai rencontré François. Ça a été un réel coup de cœur. Coup de cœur dans le sens où il s'est dit, voilà, Élodie, c'est pas une vraie joueuse, comme je l'ai dit précédemment, mais elle a quelque chose qu'elle peut nous amener de par sa créativité, son peps, son dynamisme, etc. Et c'est vraiment ça qu'il recherchait, je pense. Pas forcément, parce qu'il y a eu des profils beaucoup plus joueurs que moi qui n'ont pas été pris, je le sais. Et donc voilà, tout simplement. Après, je suis revenue en deuxième entretien d'embauche où j'ai rencontré Eric, qui était le patron à l'époque d'Asmodée Belgique. Et puis, je suis arrivée chez Asmodée. Alors, je vais être honnête avec toi, je ne pensais jamais faire une année complète chez Asmodée. Je m'étais dit, je vais chez Asmodée, et puis le temps de trouver autre chose à côté, et puis bam, je pars, etc. Et là, ça va faire 8 ans que je suis chez Asmodée. 8 ans, enfin c'est énorme, ça fait presque 10 ans. Je suis rentrée en 2016, on est en 2024, enfin j'hallucine. Et donc, mais ouais, je suis trop bien, enfin j'adore mon métier, et je me sens de plus en plus... je me sens vraiment à ma place en fait. Et en fait, finalement, tu vois, j'ai quand même pris confiance en moi. C'est pas parce que, encore une fois, on n'est pas, comme je dis toujours, joueur invétéré, qu'on peut pas réussir là-dedans, dans ce milieu, quoi, tu vois. Moi, je connais tous les jeux que je présente dans le showroom. Je connais au moins les mécaniques, même si j'y ai pas joué. Parce que j'ai l'expérience et le background professionnel que j'ai derrière qui fait que, tu vois. Et vous ne devez pas forcément parler à un public de joueurs conquis. Le but c'est d'élargir et d'expliquer simplement pourquoi le jeu de société moderne c'est un outil à essayer, un outil qui fédère, etc. C'est plutôt ça le discours à avoir, et ça le discours je l'ai rodé et ça fait des années que je l'ai en tête, quoi, tu vois. Et donc voilà, je suis arrivée chez Asmodée et puis j'ai plus jamais quitté Asmodée et me voici 8 ans après. Et donc, ton rôle, toi, maintenant, chez Asmodée, c'est exactement ? Alors, ouais, je fais plein de choses. Donc, c'est responsable marketing communication francophone. On a un site B2B où nos clients viennent directement commander et acheter leurs produits. Donc, les clients, les boutiques de jeux de société. Okay. Parce que Asmodée, c'est quoi, en fait, exactement ? Alors, Asmodée, c'est une maison de distribution. Donc on n'est pas dans de l'édition. Non, pas du tout. Parce que tout à l'heure, on a parlé l'éditeur de Double et de plein d'autres jeux comme ça, mais c'est pas eux qui l'éditent directement. Non, mais depuis peu... Donc, quelle est la différence entre donc, le monde de l'édition et le monde de la distribution ? Alors, le monde de la distribution, en fait, on va commencer, on va expliquer la chaîne d'un jeu de société. Donc, il y a l'auteur qui va avoir son prototype, qui va aller le faire approuver à plusieurs maisons d'édition. Puis ensuite, la maison d'édition va créer tout le jeu, les règles du jeu. Il va y avoir différentes refontes du jeu, etc. Et puis ensuite, le jeu, il va falloir qu'il soit distribué. Et nous, en fait, chez Asmodée, on a vraiment l'expertise de cette distribution au sein de la Belgique. Et donc, on est l'unité de distribution en Belgique, mais il y en a partout dans le monde. Donc, les maisons d'édition, soit les vôtres qui appartiennent à Asmodée, mais il y a des autres maisons d'édition qui ne vous appartiennent pas, oui, qui vous confient des jeux à distribuer dans les boutiques. C'est ça. Et le client final, comme moi, nous on va dans les boutiques. Donc vous faites le lien entre les boutiques et les maisons d'édition. C'est ça, on fait le lien. En fait, c'est vous qui faites le stockage et l'entrepôt des jeux. Donc ça. Ils ne sont pas stockés chez les éditeurs. Donc nous, en fait, on a un département achat qui va acheter les jeux. Et les achats achètent les jeux en certaines quantités chez les éditeurs. Les jeux arrivent chez nous dans un énorme entrepôt, un peu style Ikea. Tu as déjà été chez Ikea, tu vois tous les trucs, c'est pareil. Donc on a plusieurs rangées, plusieurs jeux. Et donc
c'est comique parce qu'en fin d'année, il y a toujours beaucoup plus de commandes à l'approche de Saint-Nicolas, Noël, etc. Et donc en général, on est tous là et on va piquer, on va chercher les jeux, etc. On les scanne, on vérifie que le compte est bon, on met en caisse et hop, on fait les Papa Noël. Et donc voilà, nous en fait, on est quand même un peu l'intermédiaire entre l'éditeur et la boutique finale. Et donc on fait aussi beaucoup de sessions de formation au sein de notre showroom de plus de 600 mètres carrés, il y a des boutiques qui viennent, des groupements de boutiques et une partie du personnel les forme sur les jeux, puisque nous, notre but finalement, c'est de vendre aux boutiques de jeux, mais finalement, c'est que le consommateur final achète ses jeux et que les jeux plaisent au public, quoi. Mais il faut que les boutiques aussi sachent ce qui sort, parce que quand on voit maintenant le nombre de sorties par an de jeux, comment une boutique peut se rendre compte de se dire ah ben tiens oui, ce jeu-là, je dois le prendre en plus d'exemplaires que ce jeu-là parce qu'il va peut-être mieux se vendre ou que ma catégorie de clients est plus friande de ça que de ça. Moi, c'est mon rôle qui intervient là-dedans, puisque j'envoie des newsletters presque de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines, avec les produits qui vont arriver. J'indique pour quel public le produit est destiné, plutôt familial, public, expert, enfin voilà, il y a de tout. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu... on se rend compte qu'il y a des petites boutiques qui arrivent sur le marché, on a vraiment besoin de les driver, et ça c'est aussi le rôle des sales, de les appeler. Les sales, ils invitent en fait les boutiques à venir au showroom, ils font tout le tour du showroom avec, et les boutiques en fait découvrent les jeux grâce aux sales, et donc on fait quand même pas mal on a des discovery day aussi, on fait des sessions découvertes où on invite tous nos clients, toute notre petite boutique, et donc c'est le rôle de tout un chacun chez Asmodée d'essayer de prêcher la bonne parole et d'indiquer pour quel public est destiné quel type de jeu, etc. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'aller en salon, vraiment à la rencontre des éditeurs qui nous présentent les jeux. Et là, chacun, on donne notre avis, quoi. Moi, je dis, je pense que ce jeu ressemble trop à un autre jeu, ou il va on va le prendre pour la grande distribution, parce qu'on ne présente pas non plus les mêmes jeux à la grande distribution qu'à une petite boutique spécialisée, quoi, tu vois. Donc voilà, on a un grand réseau de distribution, mais t'as les boutiques spécialisées, la grande distribution, Cora Carrefour, enfin tu vois, t'as vraiment différents types, et donc c'est très compliqué en fait comme métier, parce qu'il faut pouvoir... Quand on dit toujours c'est quoi ta stratégie de communication, moi cette question elle me fait rire, parce que déjà je parle à la fois au consommateur final, ça c'est le B2C, et à la fois aux boutiques c'est le B2B. Donc déjà mon langage n'est pas le même quand je parle d'eux. Mais client final comme moi, je ne sais pas venir acheter directement chez Asmodée. Non, impossible. Ça je peux pas. Non. Okay. En tant que toi, personne lambda, tu ne peux pas aller acheter chez Asmodée. Non, il faut aller acheter chez les boutiques, quoi, tu vois. Okay. Voilà. Et c'est les boutiques à ce moment-là qui achètent chez vous. C'est ça, okay. Voilà. Avant de passer à la séquence suivante, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés au niveau de ton métier, des trucs qui t'ont soit pesé ou qui a vraiment été un gros challenge pour toi quand tu as commencé chez Asmodée, et qu'est-ce que tu as mis en place pour les relever? Je pense que le plus gros challenge pour moi en rentrant chez Asmodée, c'était le fait que justement j'étais pas une vraie joueuse invétérée, comme j'aime à dire. Et ça, c'était compliqué parce que on a toujours cette image du joueur barbu, qui ne fait que ça de ses soirées, tu vois, un peu cher sur lui, etc. Et que moi, j'arrive. Le grand nerd, dis-le directement. Le quoi? Le grand nerd, le grand nerd, le geek, etc. Et moi, je ne suis pas du tout typée comme ça. Et donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Au tout début, quand je me suis présentée, les gens étaient là, à quoi? Chez Asmodée, en communication. Et donc, ça, c'était très compliqué. Parce que je n'apprécie pas du tout qu'on juge quelqu'un sur son physique, puisque là, clairement, c'est délit de faciès. Hein. Donc voilà, je ne représente pas le physique de la personne qui a le droit de travailler chez Asmodée. Et donc au début, ça me faisait quelque chose. Et puis je me suis dit, mais en fait, tu t'en fous. Finalement, toi, tu as la place qu'ils ont toujours voulu avoir. Tu es très bien à ton taf. Je sais que je fais très bien mon boulot. Je le sais parce que les retours sont positifs. Enfin, je veux dire, je ne vais pas travailler 8 ans dans une société si je travaille comme une quiche, quoi. Donc voilà. Donc j'ai réussi à dépasser ça, et puis les gens sont devenus aussi un peu intelligents. Ils se sont dit, je pense que si ça fait quand même quelques années qu'elle est chez Asmodée, c'est qu'elle sait quand même ce qu'elle fait, la petite, la grande. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était quand même compliqué au début, puis pas évident, j'allais en salon, et c'est vrai que ce qui était dur aussi, c'est que la toute première fois quand je suis rentrée dans le showroom, et que François a fait le tour avec moi et qui m'a dit, voilà, ça c'était l'éditeur, Cocktail Game, Plan B, Zedman Games, Days of Wonder. Il a commencé... Moi j'étais là, wow,
oh. Alors, il me disait, tu vas devoir venir avec les journalistes, leur présenter les jeux. Et moi, j'étais paumée. J'étais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Je n'y arriverai jamais. Et là, c'était très compliqué. Et je me suis dit... Et puis, en fait, comme tout, quand tu arrives dans un métier que tu ne connais pas, ben, tu apprends, en fait. Et j'ai appris maintenant... je sais... Allez, je sais pas... Je connais pas encore par cœur les illustrateurs de tous les jeux. Mais en général, je les connais pour les gros noms, tu vois. En tout cas, les éditeurs, ça, je sais toujours qui c'est. Toujours. Et je me dis, ben voilà, au final, les gens parlent toujours sur le dos des gens. Voilà, ça, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Les premières fois, quand j'allais en salon, je me sentais un peu, pas forcément à ma place. Mais au fur et à mesure des années, mais ça a totalement switché, quoi. Parce que finalement, quand je vais en salon, je m'arrête plus pour dire bonjour que je fais mes rendez-vous professionnels, en fait, parce que je connais tout le monde. Et en fait, j'arrive à parler de l'actualité ludique. Il y a 8 ans, j'aurais été incapable d'expliquer ce qu'il y avait, ou quand on me disait des titres, je savais pas de quoi on parlait, enfin, tu vois, j'étais un peu gênée. Et je me dis, Mais c'est l'avantage que tu as, c'est que comme tu n'es pas une joueuse invétérée, tu ne vas pas parler avec le spectre et le vocabulaire du joueur invétéré. Exactement. Et donc tu vas pouvoir parler à monsieur et madame tout le monde que tu croises dans la rue. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi au début quand je suis arrivée chez Asmodée, je comprenais rien aux mécaniques de jeu, tu vois. Je savais pas ce que c'était un team building, je savais pas ce que c'était un jeu de draft, un jeu asymétrique, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que tu t'occupes bien de nous. Bah oui, ça va. Ah bah je suis contente, merci. Étant animateur à l'occasion pour vous, tu t'es toujours très très bien occupé de nous. Bah oui, voilà. Donc, et puis quand je sais pas, je dis je sais pas. Et puis voilà, il n'y a pas de mal à pas savoir. Hein. Ah bah non, et on bien fait tous sûr. des erreurs. Si on fait pas d'erreurs, enfin je veux dire, c'est triste parce que maintenant tout se fait via l'intelligence artificielle. Même nous, hein, on nous dit vous pouvez utiliser ça pour créer des posts Facebook et tout. Enfin moi j'ai quand même du mal à utiliser l'intelligence artificielle. Moi j'aime bien finalement, j'ai pas envie d'utiliser ça parce que je me dis en fait on est tous des humains, on fait des erreurs parfois et voilà, on est humain en fait tout simplement. Je sais pas pourquoi je disais ça mais c'était la conclusion du chapitre. Mais c'est une très belle conclusion et c'est l'humain qui t'anime aussi, qui te motive. Beaucoup. J'aime beaucoup les rencontres humaines, vraiment. C'est quelque chose qui me procure beaucoup d'émotions. Et beaucoup de chaleur. Ouais, et ça. Donc en parlant de chaleur, tadam. On va passer maintenant un petit peu à ce qui t'anime en dehors de ton métier, mais une petite dégustation va s'imposer. D'accord. Alors, mais c'est parti. Hein. Et c'est parti. Apparemment, c'est les plus durs ceux-là. C'était la régie qui avait dit ça. Apparemment, la régie aurait un peu spoilé. Oh, ils sont bons. Ah ouais. Ah oui, ça fait... Ici, tu vois. Mm-hmm. Ah, t'as vu? Il y a de quoi faire passer, hein. Ah oui, celui-là, il est quand même trash. Ah oui, il est quand même trash, Elle avait pas menti, hein. Elle avait pas menti, hein. Non, c'est pas une menteuse, hein. Non. Ouh là là. Mais en fait, oui, il vient chatouiller la gorge, là, tu vois. Oui, celui-là, oui. Ouais. Mm-hmm. C'est pas au niveau du palais, c'est au niveau de la gorge. Ouais, c'est vraiment au niveau de la gorge. Donc voilà, mais... non, mais même la langue et tout, l'a dit. Oh, c'est quoi ce chips? Il vient d'où? C'est un chips à la poudre de Carolina Reaper. Le Carolina Reaper, c'est un piment qui est extrême. J'avoue qu'il est fort celui-là. On va crescendo, hein. Oui. Attends, parce que celui-là... Ah, la langue, elle est un peu fourchue. On prend un peu d'eau, je sais que l'eau ne sert à rien. Non. Un peu fort celui-là. Ouais, il est un peu fort. C'est comme quand on regarde ces émissions de Can Express là, qui doivent ingurgiter les piments et tout, ils sont en train de cracher et tout. Oui, il est un peu... celui-là, il me fait même presque pleurer, tu vois. Celui-là, quand on arrive à celui-là, je suis toujours un peu... je sais qu'il va faire mal. Et le suivant... le suivant, le chips, il a rien, ce sera une sauce qui va venir dessus. Oui, c'est un peu... J'avoue que celui-là, il avait l'air de rien, mais... Non, mais il vient titiller... ma langue, elle est toujours en train de brûler, là. Il vient titiller la gorge. Hein. Est-ce que ce genre de truc pour tes cordes vocales, c'est pas un peu... Oh non. Non. Oh mon Dieu, mais là, c'est... Il y a l'après-coup, là. Donc, en parlant de cordes vocales, t'as démarré une carrière dans la chanson. Je me mes esprits. Je sais pas si on peut appeler ça
une carrière, mais je parlerai plutôt d'un projet. un projet, voilà. C'est un projet musical. Un projet musical. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, dessus? en fait, je vais essayer de me concentrer parce que ça m'a bien arrangé celui-là. Hein. Attends, je sais que ça sert à rien. Non, franchement, la langue là, elle a bien pris. Donc bref, donc pendant le confinement, j'ai rencontré un musicien qui est devenu mon directeur artistique, Ok. avec qui on a fait un petit duo guitare-voix, etc. Et on avait du temps à tuer, on a commencé à écrire des chansons. Et donc on a écrit 3 chansons à l'époque, non, je pense qu'on en avait 2 à l'époque. Et puis j'ai fait Koh-Lanta. J'ai participé à Koh-Lanta. Et en revenant de Koh-Lanta, on y reviendra après, mais c'est parce que c'est important de le dire. En revenant de Koh-Lanta, je me suis dit, waouh, j'ai réalisé mon rêve. J'avais 3 rêves dans la vie. Faire Koh-Lanta, sortir un titre et passer en radio, c'est fait. Koh-Lanta, c'est fait aussi. Et le 3e, c'est faire le tour du monde. Je suis désolée, mais il m'a tué celui-là. J'essaie de faire poker face, mais c'est compliqué. Et donc du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon directeur artistique, enfin qui n'était pas encore à ce moment-là, mais bon, et je lui ai dit, écoute, voilà, je viens de réaliser un de mes rêves, sans rentrer dans les détails parce que je pouvais pas prévenir tout le monde. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on attend pour réaliser le 2e ensemble? Il faut qu'on aille en studio, etc. Donc voilà, j'ai décidé d'aller en studio, donc c'était à partir de septembre 2022. J'ai été en studio enregistrer mes 2 titres. Il y a un 3e qui a suivi. Maintenant, finalement, on en a 4. Donc, en gros, là, il y a Un mec à la rue qui est sorti le 16 février. Et donc, tu l'avais écrit ça en 2022? Alors, je l'avais écrit même avant. Je l'avais écrit avant, pendant le confinement, à la suite de ma rupture avec mon ex. C'est pas la première qu'on a enregistrée. Il faut savoir que la première qu'on a enregistrée, c'est une autre, mais je vais pas encore dire son nom parce qu'elle sortira pas tout de suite. En fait, la première qu'on a enregistrée, elle est beaucoup plus radiophonique. Qu'est-ce que je veux dire par radiophonique? C'est qu'elle est très pop. Quand tu allumes ta radio et que tu écoutes genre des trucs, c'est du Dua Lipa, du Angèle, enfin tu vois, je sais que ma première musique, on l'a créée en inspiration à tous ces artistes. Et donc c'est tendance, c'est ce qui se fait en radio actuellement. Donc ça, c'est la première que j'ai enregistrée qui n'est pas encore sortie. Puis ensuite, on a enregistré la 2e, Un mec à la rue. Et là, mon directeur artistique avec qui je travaille m'a dit « Écoute, j'ai envie de faire un parti pris, t'adores le style épique, j'adore le style épique, on va faire un truc un peu épique, vocal, enfin tu vois, ça va partir dans tous les sens. Oui. » Et alors, la dernière qu'on a enregistrée, c'est celle qui va sortir ici très vite, avant l'été. Elle s'appelle « Je brûle » et c'est l'histoire de mon combat contre le cancer du sein. Donc c'est une chanson qui me tient énormément à cœur, c'est un titre qui fédère, c'est vraiment mon histoire. Donc j'explique que je suis sur un lit d'hôpital, allongée, qu'on me touche les seins, S-A-I-N-S, enfin S-A-I-N-T-S, enfin je fais tout un jeu de mots sur les seins, les vrais seins quoi, tu vois. Et surtout, la musicalité de ce titre est incroyable parce qu'on s'est inspiré de la chanson Unstoppable de Sia. Et donc tu écouteras simplement l'instrumental de Sia. Oui. Et c'est vraiment le même style et ça prend vraiment aux tripes. Et en fait, on entend ce que j'adore, c'est qu'on entend dans la chanson comme des battements de cœur. Et donc, c'est vraiment, ça va super bien avec le thème de la chanson, quoi, tu vois. Et donc, le prochain titre, tu fais le clip et puis tu le sors avant l'été. Alors, le clip, je réfléchis encore, mais normalement, à 80-90%, je pense que je le ferai parce que si je fais pas de clip sur celui-là, je ferai plus jamais de clip. Enfin, je veux dire, si je dois faire un clip sur vraiment toutes les autres musiques, c'est celui-là que je dois faire. C'est sur celui-là que tu... Mais on doit encore réfléchir au scénario, storyboard, etc. Enfin, il faut travailler là-dessus. Et ici, pour teaser un petit peu à la chose, le titre va s'intituler « Je brûle » et j'aimerais aller tourner dans une caserne de pompiers. Et quoi, tu écoutes ta chanson en boucle comme ça pendant tout le temps qu'on tourne ou... comment ça se déroule à plateau non, comme tout ça simplement, tu mets ton téléphone avec un baffle et je chante. Donc quand j'étais dans le ring de boxe, j'avais la musique pour me motiver et j'essayais de taper en rythme sur... Vraiment, voilà, j'essayais... de taper en rythme, même si j'ai un rythme nul, enfin je sais pas danser, je sais pas faire... bref, voilà. Oui, t'es très sportive, donc la boxe... Oui, je suis très sportive, mais je suis raide comme un piquet, donc voilà. Je suis pas très souple et tout, et la boxe, oui, mais enfin, ouais, non, c'est pas mon truc, quoi. C'est très cardio, la boxe, hein, très très cardio. Ouais, voilà. Alors, et puis alors pour les parties, on appelle ça les parties leaping,
quand tu fais du lipping, c'est que on Ouais, te voit. on Voilà. voit tes labiales Voilà, c'est ça, fonctionner sur les exactement. paroles. Ouais. Là, je chante au-dessus de la musique. Mais donc, du coup, quand tu vois les rushs, tu me vois, t'es un mec à la rue. Et parfois, je chante faux, mais on s'en fout, puisqu'après, ma voix, on va la virer, mais il faut que ça corresponde plus ou moins à la chanson. Donc, tout ce qui est plan box où je ne chante pas, ben là, on met la musique en fond d'ambiance quand même pour me mettre dans l'ambiance, quoi, tu vois. Et tous les plans en lipping, mais du coup, je chante au-dessus de ma chanson, quoi. Bah, si on peut, je peux mettre un petit extrait dans la Ouais, vidéo. génial, avec plaisir. On a joué, j'ai perdu, t'as gagné. J'y crois plus, t'es un mec à la rue. Quand on regarde un petit peu ton feed sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, ben, ouais, on voit que tu C'est beaucoup de sport. beaucoup de sport. Donc, Ouais, c'est ma passion, c'est mon exutoire. En fait, je vais pas chez la psy, Et- je vais à la salle de sport, tu vois. Enfin, c'est un bien-être psychologique, physique, c'est incroyable. il y a un C'est autre truc qui te fait du bien, c'est les voyages. les voyages. Et donc, un gros voyage que tu as fait, Mhm. tu l'as fait grâce à la télévision. Exactement. Donc, Donc, oui. tu as participé à l'édition 2023 de koh. Mais voilà, ça a commencé comment? Donc, voilà, t'as toujours voulu faire koh? Ouais, toujours. Allez, Alors, j'ai regardé la première saison avec Hubert Auriol, paix à son âme, premier animateur, avant Denis Brognard. Denis Ok. Brognard a animé la deuxième saison. Et j'ai vu cette émission et j'ai fait, mais c'est quoi ça? Je veux faire ça. Je veux faire ça. Mais le déclic, c'est vraiment... Donc là j'ai vu cette émission, mais je me suis dit, c'est incroyable, plutôt pour l'aspect survie. Construire des cabanes, être un peu... ouais, plutôt pour cet aspect-là. Et l'aspect des belles Livré à plages aussi. soi-même. Oui, livré à soi-même. J'ai postulé 6 fois. La première fois, je suis quand même allée jusque Paris pour faire le casting final. Ça n'a pas été. Et il faut savoir qu'il y a plein d'étapes au casting. Donc, tu as le courrier classique, puis tu as un appel téléphonique, puis tu dois envoyer une vidéo qui te présente, puis tu as un appel Skype, puis tu dois aller une fois à Paris, deuxième fois à Paris, faire des tests médicaux, sportifs, etc. Donc, on va dire que le casting, il est allé sur 6 mois. Ah À ouais. partir du moment où tu envoies ta lettre de candidature et on te dit que tu pars sur l'île. Et à chaque fois que je faisais mes candidatures, c'était toute une aventure. À chaque fois qu'il fallait enregistrer la vidéo, j'allais dans les bois, je faisais des mises en scène, j'envoyais un courrier avec des lettres, des cartes USB, des clés USB où je mettais des vidéos. J'avais une fois envoyé une bouteille à la mer, j'avais dit la partie 2 arrive dans 2 semaines. Enfin, tu vois, c'était vraiment des chasses au trésor que je leur envoyais, quoi, tu vois. Donc voilà, ça n'a jamais pris. Parfois j'avais des appels et tout, mais bon, voilà, jamais jusqu'au bout. Et donc, en novembre 2021, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Décembre 2021, je me fais opérer. Et en novembre 2021, quand on me l'annonce, la première chose à laquelle je pense, c'est « Merde, je ne pourrai plus jamais participer à koh. » Et en fait, je pleure au téléphone, parce que je me dis, pas que je vais perdre mes cheveux, mais que je ne pourrai plus jamais participer à koh. Ils vont jamais prendre une cancéreuse, quoi, tu vois. Et puis en janvier, appel à la candidature, Denis Brognard qui passe sur TF1 et tout. Et là, je me dis, meuf, t'as rien à perdre. Rien. Ouais, au pire, t'as un nom. Oui, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, vas-y, postule, enfin voilà. Et peut-être que ton histoire va les toucher, tu vois. Et donc, j'ai décidé d'écrire une lettre sans parler de la maladie. Ça faisait quand même 2 semaines que je m'étais fait opérer, quoi, tu vois. Et j'allais encore avoir mes traitements de radiothérapie qui allaient suivre. Donc, j'ai fait une lettre plus ou moins similaire que les autres, sur du papier, toujours, c'est un peu cliché, mais du papier parchemin. Mais vois. non. Oui, aussi, c'est cliché, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai encore toute une pile à la maison parce que je savais pas que j'allais être prise. Et donc, je colle mes petites photos, j'illustre, je fais des petits schémas. J'avais acheté des tampons où je mets vraiment tous les mots-clés de ma personnalité qui me définissent, sympathique, stratège, enfin bon, bref. Et là, j'envoie mon dossier, pas de réponse. Et la clôture, c'était le 30 janvier. Et je décide le 20 janvier de renvoyer une lettre de candidature. Et je me dis, allez, maintenant, tu racontes ce que t'as eu, quoi, tu vois. Et je dis quand même pas que je viens d'avoir ça il y a 2 semaines. Je mets, voilà, j'ai été touchée par un cancer du sein. Je dis pas que c'était il y a 2 semaines que je me suis fait opérer. Je dis juste ça, je dis ça va passer, tu vois. Et je vis le mois de février, je fais mes radiothérapies. Je pars à Dubaï avant parce que j'avais eu l'autorisation de mon médecin de partir au soleil entre les traitements. Et puis fin février, j'étais sur mon vélo. Là, j'ai appel inconnu. Je réponds. Et là, je commence la grande course des castings de koh. On m'annonce que je passe la candidature
Enfin voilà, que ma candidature leur a plu, donc j'ai envoyé une vidéo de moi, et puis ben là, je t'épargne tous les détails de l'explication des castings, mais pendant 6 mois, je jongle entre les appels, les Skype, les visites à Paris, etc. Et à chaque fois, je passe les étapes, je me dis, mais merde, en fait, meuf, ton année, cette année, c'est ton année, quoi. Je me le dis tout le temps. Et à chaque fois, enfin, on te dit que tu es prise ou pas encore? À chaque Non, appel. on me dit rien. On te dit rien. Je vais au casting, enfin je fais mon casting, que ce soit oral, téléphonique ou écrit. On te dit rien, merci merci Elodie. Là, je quitte la salle et je ne sais rien. Ils ne disent pas merci, ça s'est bien passé. Non, tu sais rien du tout. Rien. Et puis ils te disent de commencer à préparer ton sac d'aventure et tu fais mais alors là je suis prise. Il fait non, pas encore, réfléchis. Après je peux pas rentrer dans les détails de tout ça, etc. Ouais. Mais tu ne sais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, on prévoit mon portrait, parce que, voilà, et là je dis mais c'est bon, je suis prise. Non, parce qu'il y a des portraits qu'on tourne et des gens qui partent finalement pas. Et je me dis purée, quand même, c'est dur quoi pour quelqu'un qui a son portrait tourné, mais ça arrive tout le temps quoi, tu vois. Et donc là j'avais plein d'appels pour finaliser ce portrait, parce qu'il fallait décider des plans qu'on allait mettre, etc. Donc j'avais souvent la production au téléphone, et puis un beau jour, c'était en juillet 2022, juste avant de repartir à l'aéroport, on était à Zanzibar. Et là, j'ai de nouveau un numéro français qui m'appelle, je réponds. Et c'est une dame de la production qui commence à me faire la causette. Ouais, comment ça se passe l'Afrique? Est-ce que c'est mieux l'Asie? Je dis ouais, c'est quand même mieux l'Asie, parce que l'Afrique c'est quand même money. Enfin, bref, je commence à discuter avec elle. Je me dis pas du tout à un seul moment qu'elle va m'annoncer que je vais faire Koh-Lanta. Je me dis qu'elle va me poser une autre question et tout. Et là, elle m'annonce que je vais participer à Koh-Lanta. Comme ça, dans la conversation. Comme ça, oui. Voilà, je t'annonce. Puis là, je dis non, mais c'est une blague. C'est pas possible. Donc là, je savais même plus parler. Je bégayais vraiment comme je suis devant toi là. Et j'ai fait mais c'est pas possible. Je suis dans les réservistes. Elle fait non, c'est bon, tu pars. Tu vas recevoir ton contrat là par courrier. Donc là, je réalise pas, je dis, mais est-ce que je peux le dire à mon petit copain, enfin, qui était là, il fait, oui, tu peux le dire, t'inquiète. Et je dis, oui, mais je sais pas quoi, enfin, je savais pas du tout comment réagir, enfin, franchement, j'étais en état de choc, quoi. Parce que c'était tellement un rêve depuis des années, enfin, ça peut paraître ridicule, mais c'était un rêve, quoi, tu vois. Et puis là, elle a raccroché, je me rappelle, j'ai pris une vidéo de moi, vraiment à l'instant présent, pour dire, mais je viens d'avoir eu un appel de Koh-Lanta, je vais participer à Koh-Lanta, enfin, c'est pas... Et même encore maintenant, je réalise, tu vois, mais j'ai vraiment mis du temps à réaliser que j'avais quand même fait Koh-Lanta. Alors peu importe que j'ai fait 3 jours, 10 jours, 20 jours ou 40, je l'ai fait, tu vois. T'es resté combien d'émissions? 10 jours, je suis restée 4 émissions. Enfin, au début du 4e, je suis out. Pour une épreuve éliminatoire. L'épreuve éliminatoire. Ouais. Et donc, pour nous, ça a duré 4 émissions. C'est ça. Et pour toi, ça a duré 10 jours. C'est ça. Ok. En fait, c'est une émission, c'est 3 jours. Ok. Voilà. T'as 3 jours dans une émission. Et donc, c'est au bout du 10e jour, début du 4e épisode, que j'étais out. Nous, on voit un montage caméra, mais en dehors de ce qu'on mange voit. rien, que dalle. Wow. Que dalle. Je pense que je mangeais le chips là de coco. Voilà. Et alors, on allait pêcher, mais moi, j'avais encore 9 personnes dans mon équipe quand je suis partie. Tu vas pêcher 3 mini-poissons comme ça, que tu dois séparer pour 9 personnes de l'équipe, quoi. Donc, autant te dire que tu as 2 morceaux avec une arête qui prend toute la place, quoi, tu vois. Donc, ça ne t'alimente pas. On avait des petits fruits, là, qu'ils ont cette année, là, Pandanus, je pense. Pandanus, je sais plus. Bref, qu'on suçait. T'avais de la canne à sucre, mais de nouveau, tu suces un peu. Ouais. Mais non, on avait rien du tout, rien, que dalle. Rien du tout. T'as rien. Vraiment... Et équipe de tournage constamment près de vous? Alors, t'as 2 équipes de tournage sur chaque île. Et t'as à chaque fois un caméraman, un perchiste et la journaliste qui pose des questions quand tu vois, quand on va sur le côté, on pose des questions, etc. Et c'est pas un peu perturbant d'avoir justement comme ça des personnes un peu étrangères à la cohésion de groupe et à l'esprit de groupe qui sont là? Non, parce qu'ils sont très discrets, ils parlent pas, tu vois, enfin, eux, ils font leur taf, ils capturent les images. Moi, je les voyais plus à la fin. Et puis bon, après, tu sais quand même que tu vas dans une émission de télé-réalité, que tu vas être constamment filmé, etc. Donc non, franchement, ils étaient super discrets, hein. Franchement,
Et la nuit, ils filment pas, sauf s'il y a évidemment une averse ou un truc du style ou un truc un peu Oui, oui, croustillant, voilà, etc. c'est des images Mais, à montrer, quoi. Mais non, franchement, c'était pas du tout. Et Ok. ils étaient vraiment gentils et tout, je trouvais. Enfin, voilà. Ouais, ok. Et donc, au niveau donc, alimentation, c'était... Bête question, Oui, mais dis-moi. pour les besoins naturels. Alors, ça c'est comme... Parce que ça, on le Ouais. montre pas à la Oui, téloge, oui, tu oui, vois. c'est ça. Mais oui, il y avait des fois, parfois, il y avait un caméraman, pour la petite anecdote, qui me suivait. Je disais, ah non, mais là, par contre, je vais faire mes besoins, quoi. Ah oui, d'accord. Et là, il s'éloigner, tu vois. Donc, on avait défini en amont, sur la plage, un endroit où on allait faire nos besoins. Donc, c'était vraiment un petit endroit reculé. Et donc, t'avais la team plage et la team eau. Bon, personnellement, faut savoir... Bon, déjà, moi, je suis restée que 10 jours. Je peux te le dire que j'ai été une fois à Celle sur les 10 jours. Bah oui, c'était sur les Voilà, alimentaires. je mange rien. C'est En plus, c'est rien qui rentre, il y a je rien sais pas, qui ça sort. ressemblait à une... Enfin, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais Ouais, une ouais. bouse de vache. Enfin, Bah oui. bref, je sais pas, bref, je sais pas trop ce que... Bref. Et donc à ce moment-là, ben, on va parler crûment, hein, tu fais ça dans la nature, le sable, tu prévois avant d'avoir une énorme feuille de bananier pour t'essuyer le fiac quand même, tu vois. Ça Et râpe puis, pas, ça bah, ça râpe, mais t'es plus à ça près, tu vois, enfin voilà. Et puis tu te frottes un peu, tant bien que mal, et puis tu jettes ta feuille ailleurs, tu mets un piquet pour dire attention, et tu recouvres évidemment, hein, voilà, pour dire attention, terminé. merde en vue, quoi, tu vois. Et puis là, on va quand même dans l'eau, se rincer un peu, à l'eau Ah ouais. salée, mais Un bon. bain de siège. Ah à l'eau salée. Donc, Bah forcément. donc si tu t'es fait une micro-coupure. Ah ouais, voilà, faut faire attention, quoi, tu vois. Ah. On avait une citerne d'eau, ben on a l'eau, quoi, tu vois. On mangeait très peu, mais voilà, après... Vous aviez de l'eau potable. Oui, on avait de l'eau potable, mais on avait le droit que de boire cette eau, on ne pouvait pas se laver avec, quoi, tu vois. Ok. Donc on a vraiment pour consigne de l'utiliser juste, oui, voilà, pour nettoyer une plaie, Oui. nettoyer une plaie s'il y a une plaie, boire, mais c'est tout, quoi. Il y avait des contrôles de médecins quand même ou pas? Oui, on avait le droit. Donc dès que tu as un souci, tu as le talkie-walkie, tu peux contacter le médecin. Et en général, avant chaque épreuve, tu as le droit d'aller voir le médecin aussi à la demande. Bah, t'as pas fait énormément d'épreuves, mais c'est laquelle qui t'a le plus plu à faire? J'en ai fait 3. Hein. Oui. 3, c'est Mais vraiment peu, quoi. Je dirais que c'est le parcours du combattant, même Ouais. si je suis arrivée quand même 8e sur 10, donc c'est pas top. Mais je me suis vraiment perdue sur... Là, je me suis rendu compte, en fait... avant de faire Koh Lanta, j'étais préparée physiquement, mais j'ai fait beaucoup trop de musculation. J'aurais tellement dû plus me préparer en allant courir, par exemple, parce que finalement... Il y a plus de cardio qui rentre en ligne de compte? Oui. Ben, là, par exemple, pour le parcours du combattant, j'ai passé mais easy les obstacles. Mais alors le run, à un moment donné, il y avait une côte comme ça, dans les feuilles et tout. Tout le monde m'a dépassé à ce moment-là. Je courais, j'étais au bout de ma vie, quoi, tu vois. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte que j'aurais dû beaucoup plus travailler ça. Que les obstacles, je les ai passés crème, quoi, tu vois. Et donc pourquoi cette épreuve? Parce qu'elle est quand même mythique. C'est le parcours du combattant. Et je me rappelle que j'avais toujours dit à mes proches que je voulais vraiment aller jusqu'au moins le parcours du combattant. Et là... Première fois que ça arrive dans l'histoire de Koh Lanta, tu arrives directement parcours du combattant, quoi, tu vois. Ouais, je me dis, trop fort, quoi, tu vois. Donc ça, j'avoue que c'est l'épreuve, même si les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes espérances, qui m'a quand même bien plu, quoi. Je l'ai fait au moins. J'ai fait le Mais parcours du combattant, c'est cool. voilà. T'as encore des contacts avec tes collègues de Koh Lanta? Alors oui, on a encore des contacts, on a un groupe sur WhatsApp où on échange de temps en temps quand il y a des anniversaires, on essaye d'organiser des petites rencontres, mais bon, on a tous des agendas hyper chargés. Donc on va dire que des contacts plus réguliers, j'en ai avec Elena, la Belge, Oui. qui habite à 6 km de chez moi, donc voilà, elle habite vraiment tout près. Avec Emine, qui est le bruxellois, Le le bruxellois, oui. troisième belge. Et avec Alexandre, qui était mon binôme sur l'aventure, qui lui habite à Rouen, donc on se voit pas souvent, mais on échange quand même assez régulièrement. Comment tu as su cacher à tout... T'as dû le cacher à tout le monde, ta participation. Qui était au courant? Oui, alors ce qui est très particulier dans Koh Lanta, c'est qu'on ne peut évidemment rien dire et donc on a un cercle d'amis restreint qui est au courant. Donc là, il y avait mes parents qui étaient au courant, ma sœur, mon conjoint, Berthe, mon patron chez Oui. Asmodée, et mes 2 meilleurs amis. Ok. Et c'est tout. C'est tout. T'as dû prendre congé du coup? Alors, ouais, ça a été toute une stratégie mise en place. Donc, j'ai contacté Berthe quand j'étais déjà loin dans les castings. Là, je lui ai dit, écoute, potentiellement, il y a de très fortes chances que je participe à Koh Lanta cette année. Donc là, déjà, il était choqué.
Et il me dit quoi, Expédition Robinson et tout. Je dis oui, c'est ça, mais la version francophone, tu vois. Expédition Robinson, c'est une émission. Ouais, je pense que c'est Robinson Crusoe. Enfin voilà, c'est un truc comme ça en néerlandais, quoi. Voilà, voilà, c'est leur nom à eux. Et du coup, il me dit mais c'est incroyable et tout. Et là, je lui ai dit, je dis donc Berthe, ce que je te demande, c'est 1 mois de congé sans solde, qui pourrait être prolongé, tout dépendant si je vais à la réunification ou pas. Et si tu n'acceptes pas, malheureusement, je partirai en fait. Enfin voilà, je vais partir de la société parce que Koh-Lanta, c'est mon rêve. Et que j'aurais quitté Tu étais la prête à société. démissionner? Ah oui, j'étais prête à démissionner. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Ok. Et il a accepté ton congé sans solde. Et donc, il a accepté mon congé sans solde. Par contre, ça a été quand même mal perçu par les autres. Parce que Il comprenait pas. Mais ils comprenaient pas. Après, du coup, on a dû trouver une stratégie. Pourquoi congé sans solde? Donc, on avait été à Zanzibar pendant tout... ça a été toute une stratégie. Hein. Donc, pendant tout le mois de juillet, on avait été à Zanzibar. Comme tout le monde sait que je suis un peu barrée et folle dans ma tête, surtout au niveau du voyage, on a été dire que sur place, on avait été dans une école, donner des doubles. Ça, c'était vrai. Okay. Et puis, le mec de l'école m'avait proposé de rester pour faire donner des cours à l'école d'anglais et de commencer à faire des travaux un peu d'aménagement d'une annexe de l'école, etc. Donc, en gros, de faire de l'humanitaire, quoi, tu vois. Et en gros, j'étais logée, nourrie. Et donc, ils me logeaient et je travaillais pour eux 2-3 heures par jour. Et puis, le reste du temps, je faisais ce que je voulais, tu vois. Et donc, voilà, mission humanitaire. Évidemment, je dis ça aux collègues, vas-y, raconte. Et donc, je racontais, et quand j'allais avec des soirées avec des copines, je racontais le même discours. Et t'as dû mitonner comme Ah oui, j'ai mitonné, mais j'adorais, c'était trop excitant, quoi. Et donc, je disais, donc je vais faire ça. Ah, et quoi, tu travailleras? Et il fallait rôder mon discours, il fallait pas que je change d'une version à l'autre. Parce que si après, les personnes se rencontrent et qu'elles voient que les informations sont pas les mêmes, il y a un hic, quoi, tu vois. Et donc là, je disais, j'avais vraiment préparé mon texte. Hein. Voilà, donc de 9h à 13h, je vais les aider. 13h à 14h, il y a le lunch qui est offert par le machin. Puis à 14h, je prends mon scooter, je vais louer un scooter pour le mois. Et je vais voir les trucs et tout. Et alors, par contre, ce qui était très compliqué, c'est que... Donc tout le monde m'a cru parce que j'étais assez... j'avais vraiment bien préparé mon dossier. Et puis, c'est vraiment trop, trop bien. Et alors, c'était comique parce que parfois, j'avais des soirées où ma meilleure amie était là. Elle me voyait mentir parce qu'elle le savait et après on débriefait dans la voiture, elle me disait mais qu'est-ce que t'es bonne quoi, tu vois. Enfin, tu vois, c'est vraiment bien dans les messages et tout. Enfin, bon, voilà, c'était drôle. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui était encore pire, c'est que si j'allais jusqu'à la réunification, je rentrais mi-septembre. Et là, je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire? Et donc j'avais donné tous mes identifiants à Arnaud, qui devait faire passer pour moi. S'il n'avait pas de nouvelles d'ici le 29 août, il renvoyait un message à Berthe en disant « Bonjour Berthe, je suis désolée, mais je décide de prolonger mon congé sans solde. » Mais tu vois, se faire passer pour moi, quoi. Et ce qui était compliqué, donc ça on avait prévu, mais finalement on l'a pas fait parce que je suis sortie plus tôt. Ce qui était compliqué, c'est que moi je mets ma vie sur les réseaux sociaux et surtout mes voyages. Et donc là, j'ai vraiment dû dire, oui, par contre, je vais un peu m'isoler des réseaux sociaux, enfin, ça suffit. Et donc, je sais que j'ai une copine, elle me parle genre tous les jours, et il fallait pas qu'elle soit au courant, parce que, voilà, je voulais pas qu'elle en parle à tout le monde. Et donc, j'avais donné des photos que j'avais pas partagées de Zanzibar à mon autre copine qui avait accès à mon Facebook et qui lui parlait de temps en temps, oui, coucou, je vais bien, et toi? Et elle envoyait des photos et tout. Elle se faisait passer pour moi, quoi, tu vois. Enfin, j'avais tout prévu, quoi, Sur WhatsApp, je me disais, sur WhatsApp, il y a qui me parle? Ma famille, elle est au courant, mes deux meilleures amies, elles sont au courant, et le reste, au pire, voilà, ils auront pas de réponse, enfin, tu vois. Mais t'es vraiment coupé du monde, quoi, tu vois. Et alors, ce qui était compliqué aussi, c'est que je suis revenue, du coup, plus tôt de mon voyage humanitaire, finalement. Et toujours en congé sans solde, du coup. Toujours en congé sans solde. Déjà, j'arrive à la salle de sport, ouais, t'as vachement maigri et tout. Et puis je dis, ah ouais, je suis partie en vacances et j'ai rien mangé, il faisait trop chaud et tout, donc j'arrive à goupiller. Et puis les collègues, évidemment, ah, et quoi, t'es revenu plus tôt et tout. Finalement, j'ai quand même fait mon congé sans solde, mais je pense que j'ai montré ma tête un peu plus tôt, tu vois, et donc les gens se posaient des questions. Et j'ai dit, ouais, mais non, mais franchement, ce truc, c'était vraiment de l'arnaque. J'étais finalement tout le temps en train de faire de la maçonnerie et tout. Moi, je voulais m'occuper des enfants. Moi, à un moment donné, j'ai pété un câble et je suis partie. Puis Arnaud me manquait et tout. Enfin, c'est bon, je pouvais plus, quoi, tu vois. Donc, j'ai tout lâché, j'ai tout quitté, je suis partie, quoi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça tellement jouissif. Et tout le monde y a cru, hein. Tout le monde, quoi. Et donc, quand tu as pu le révéler, c'était quoi leur réaction? Incroyable. En fait, c'est ça, c'était, je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie.
C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je pense que je peux dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ça fait 6 mois qu'on attendait. Moi, je suis revenue du coup fin août. Mais l'édition, elle s'est finie mi-septembre 2022. Pour une diffusion en 2023. C'est ça. Et donc, en janvier, on recevait des mails de la prod, etc. Et puis, le 30 janvier, c'est ça, 30 ou 31 janvier, je ne me rappelle plus très bien. On savait qu'il y avait eu la conférence de presse, on savait qu'on était invité à l'avant-première le 9 février, enfin début février, donc on savait que les portraits allaient, parce qu'en général, tu as les portraits qui sont annoncés sur les réseaux sociaux, et puis tu as l'avant-première avec tous les aventuriers, le premier épisode, on regarde ensemble, on rencontre toute la production, Denis Brognard, etc. Donc on savait que ça allait tomber bientôt, et là on reçoit un message de la production à 10h du matin. Bon, non, je crois qu'il était plus tard que ça, c'était genre 14, il était 14h. Bonjour à tous, pour votre info, à 16h30, toutes vos photos seront distribuées à la presse. Enfin non, la presse est autorisée à balancer vos portraits à 16h30. À 18h, vous pouvez poster votre participation sur Facebook et Instagram avec votre photo officielle. Enfin voilà, donc on avait tout le déroulement de la journée, mais à 14h, moi je suis au travail, t'apprends qu'en gros, à 18h, t'es public, quoi, tu vois. Et en général, quand t'annonces que tu vas faire Koh-Lanta, enfin, excuse-moi, mais c'est comme si t'annonçais que t'allais de maman, quoi. Enfin, tu vois, que t'attendais un enfant, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, là, j'étais mais trop pas bien, parce que je voulais pas que les gens qui étaient pas au courant la prennent avec une photo et tout, quoi, tu vois. Donc, à 16h30, il y a déjà des gens qui ont commencé à dire « Et quoi, petite cachotière ?» et tout, on m'envoyait des trucs, et je fais « Ah oui, pardon ». Donc là, j'ai commencé à préparer mon post, à 6h, il était posté, et je pense que c'est la soirée où j'ai passé le plus de temps sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que j'étais tout le temps en train de réagir, de répondre, de commenter, de liker et tout. Et je sais pas, en fait... c'était pas la meilleure soirée de ma vie, c'était une journée pas la meilleure de ma vie, parce que bon voilà, on peut pas dire ça, mais en tout cas en termes d'émotion, montagne russe, j'ai appelé mes copines, j'ai fait un facecam avec elles, je leur ai dit que c'était bon, j'allais être prise et qu'à 6h, on allait voir mon nom partout, etc. Quoi, mais enfin, tu nous as rien dit, t'as réalisé ton rêve, non mais c'est une blague. Je l'ai annoncé à tous mes collègues, ils étaient choqués, ouais, tu te rappelles le voyage à Zanzibar, c'était une blague et tout. Quoi, mais non, c'est une blague. Enfin, tu vois, donc je l'ai annoncé, j'ai fait... je l'ai annoncé de manière très ludique aux collègues. J'ai fait des petites énigmes. Donc je leur ai montré, je leur ai dit voilà, en fait Jessica annonçait au même moment sa deuxième grossesse. Oh. Et puis Jessica, en annonçant sa deuxième grossesse, a dit il y a aussi Elodie qui voudrait vous dire quelque chose. Donc moi j'étais hyper gênée, en tachycardie, toute stressée et tout. Et donc là je dis ben oui, en effet, je voudrais vous faire deviner quelque chose. Et donc, je vais vous faire une petite énigme. Okay. Donc, je vais vous donner plusieurs objets. Et avec ces objets, vous allez devoir trouver un fun fact sur moi. Ok, donc là, il était genre 16h. J'allais être public dans 2 heures, quoi, tu vois. Et puis, j'arrive plus à travailler, moi, c'était pas possible, quoi, tu vois. Et donc là, je sors une boule noire du jeu à ballon. Premier indice. Deuxième indice, le totem de Jungle Speed. Ok. Troisième indice, l'île au trésor. Le jeu. Oui. Voilà. C'était quoi le quatrième indice un bandana. J'avais trouvé un foulard, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui a fait tu vas partir à Koh-Lanta ? Et je fais change la conjugaison, je lui ai dit je suis déjà partie à Koh-Lanta. Mais non ! Et tout, je dis ouais, j'ai pas été à Zanzibar, je vais à Koh-Lanta. Mais non ! Là, tout le monde a applaudi, enfin tout le monde était choqué et tout, et donc c'était incroyable, quoi. Enfin, c'était tellement drôle de l'annoncer avec des petits indices et tout. Tu ressentais beaucoup de stress sur les épreuves comme ça, tu sentais comme ça? Non, j'avais pas vraiment... Ah mais du coup 4 épreuves avec la dernière que j'ai ratée. Non, disons que quand on nous a parlé de... Disons que le jour où on a eu l'épreuve qui m'a éliminée, la veille, j'ai des votes pour moi au conseil. Oui, voilà. La veille, j'ai des votes pour moi au conseil. Je vais voir les 3 personnes qui ont voté pour moi. Je demande pourquoi elles ont voté pour moi. Et elles me disent parce que tu étais négative. Et je dis, vous avez totalement raison. Les gars, vous avez cartonné. Maintenant, vous allez retrouver l'Élodie pétillante qui chante tous les jours autour du feu. Et vraiment, j'avais vraiment changé mon mindset. Et là, on arrive près de Denis. Moi, je suis là, décidée de ne plus râler si je prends la boule noire. Et ben vraiment, hein, tu vois. Et là, il nous parle d'épreuves éliminatoires. Et je me dis, ben, c'est bon, je serai jamais éliminée, quoi, tu vois. Sauf que là, il nous parle de l'épreuve du feu. Et moi, je sais bien que le sport, ça aurait été, j'aurais pas été la dernière. Mais par contre, une épreuve de feu, faut une résistance de fou.
faut un mental d'acier. Et là, mon mental, enfin voilà, c'était pas l'épreuve pour moi à ce moment-là, tu vois. Parce que Ok. j'étais déjà énervée de ne pas avoir fait les épreuves avant. Et j'ai tout donné, hein, j'ai tout essayé, tu vois. Ouais, Il ouais, faut ouais. savoir qu'avant de participer à Koh-Lanta, j'ai essayé de faire du feu, mais des heures et des heures et des heures sans jamais réussir, toujours en ayant une petite fumée, enfin un petit truc blanc, mais jamais jusqu'au bout. Oui, parce que c'est quoi? C'est du silex qu'on te donne. Ouais, on nous donne carrément une pierre à feu, tu vois, avec des combustibles et tout. Mais ouais, à chaque fois je faisais des étincelles, et puis ça s'éteignait, étincelles, ça s'éteignait. Et puis la fin, tu la connais, quoi. Ouais. Peu importe le nombre de jours que tu es resté. Ok. Et, Tu l'as fait. je l'ai fait après avoir traversé le plus gros combat de ma vie. Et c'est incroyable, quoi, ce que j'ai fait. En parlant de combat, Oui. on va. Qu'est-ce que je conclus aussi bien que j'ai introduit les Mais sujets, c'est, quoi. mais voilà, franchement, tu fais l'émission pour moi, c'est parfait. Donc c'est un combat qui était fort, peut-être assez piquant pour toi. Sympa. Et donc on va passer à la dernière petite touche de piquance. Ça va. J'ai plus ou moins... j'ai plus d'effet sur les oranges, là, donc ça va. Voilà. Oula Ah. Oula là là là. Et donc c'est une sauce qui C'est ça. s'appelle l'orange fâché, Angry Orange, Ouais. l'orange en colère. Bah oui, c'est bon, avec un petit goût d'orange et de cerise. Voilà, Ouais, une tu, sauce. tu me fais marcher, là. Ouais, non, chéri orange. Je dis, Est-ce que je peux sentir? Oui, tu peux sentir, oui, tu vas sentir cette petite note sucrée comme ça, sucrée fruitée. Oh ouais, je sens que c'est juste une horreur, cette sauce. Ouais, je le sens bien. Parce que rien que sentir, mes yeux, ouais, ils ont envie de pleurer un peu. T'en as assez? Ou encore un Oui, peu? non, je pense que ça va, là. Ça va là? Ouais, ça va aller. Ça va aller? Bon, allez, on teste ou quoi? Allez, c'est parti. J'ai pas pris le chips avec le plus de sauce, donc là, ah oui, non, ça vient après. Mhm. Ah oui, non, ça vient après, là. Non? Mais tu sens le côté sucré. Non? Tu sens pas? Ah, je sens que je vais pas aimer ça. Le côté... Au niveau de la saveur, moi c'est plus le côté agru de Le l'orange qui premier vient. clip, il n'y avait pas trop de choses, mais là, je pense que j'ai pris le pire. Attends. Je sens un peu la grume. Tu te fous de moi, là, c'est ça? Je sens la grume. Ah oui, franchement, tu sens l'agrume et le petit côté, acidulé, c'est un genre acérola cerise là. Oh, ça vient après, le feu. Oh mon Dieu, c'est trash, quand même. Ah, c'est le même level que ça. Un peu plus haut normalement. Un peu plus haut? Normalement, on est un peu plus haut, ouais. Ah ouais? Ah ouais, mais non, regarde toute la sauce qui me reste. Oh mon Dieu. Ouais, t'as vu, je suis une bonne joueuse. Hein. Je Mhm. suis en train de racler la sauce. Non, mais là, c'est en train de me brûler au niveau de mon oesophage. Ça pique à l'entrée, ça pique à la sortie. Mais non. Oui, celle-là, en fait, c'est la langue le plus dur. Voilà. Ah, il est dur celui-là quand Ah, même. il est dur. Et en fait, il vient après coup. Ah. J'ai encore un level au-dessus. J'ai 3 niveaux de piquance pour l'émission. Ici, on est au niveau moyen. Je sais faire une version plus soft et j'ai une version plus hard. La prochaine. La version plus hard, en gros, ça c'est le bleu, tu commences et c'est... La version plus hard, non, celui-là, il est en fait, cette sauce-là, elle est au niveau de l'orange. Ah oui, oh mon Dieu. Ah putain, c'est un truc de malade. Et c'est dur celui-là. Il est dur. Hein. Donc, il y a un mot qui est souvent revenu dans ton discours. Un mot qui peut faire peur à beaucoup de personnes, qui est le mot cancer. Et donc, toi, tu as subi donc un cancer du sein. Tu avais quel âge? J'avais 34 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête pour toi quand on t'apprend? Déjà, comment on l'a décelé? En fait, j'étais dans mon bain classique. J'ai senti une petite boule ici en dessous de mon aisselle qui n'était pas vraiment normale. J'ai même pas attendu. J'ai directement appelé parce que je trouvais ça anormal. Je passe une échographie, une mammographie.
Désolée, hein, mais en fait ce truc m'a tué la langue. J'arrive pas à me concentrer, j'essaie de me concentrer à pas... Voilà, on reprend. Donc, catastrophe ce truc. Donc j'apprends ça, je fais une échographie de mammographie. Là, j'ai les résultats le lendemain. On me dit il faut revenir d'urgence faire une biopsie. Et là, j'allais travailler, j'étais sur le ring. Horrible l'annonce, horrible. C'était vraiment un des pires moments de ma vie. Et donc je conduis seule pour aller au travail. Il faisait super bon ce jour-là. Et j'ai ma gynécologue de l'époque qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour Elodie, vous êtes au volant ?» Je dis « Oui. »« Vous êtes seule ?»« Oui. »« Ah, vous voulez bien vous garer, s'il vous plaît ?» Donc là, Oui, tu sais. je comprends, je suis quand même pas idiote. Donc là, je me dis « Ok. » Je dis « Mais oui, je vais me garer, oui, je vais essayer de me garer. » Mais j'étais sur le ring, enfin impossible de sortir, quoi, tu vois. Donc je sors à la Sentinelle, là où il y a l'écurie, là, du côté de d'Oulart. Enfin, voilà. Je sors, je me mets là. Et donc là, elle m'annonce « Oui, voilà, donc on a eu les résultats de la biopsie, c'est pas très très bon. Donc voilà, vous avez une tumeur maligne, etc. » Mais alors, elle dit pas cancer. Non. Tu sais, tumeur maligne. Mais tu sais que quand c'est malin, c'est cancer. Mais moi, tant qu'elle n'a pas prononcé le mot cancer, en fait, je ne réalisais pas du tout. Et puis elle a commencé, donc elle a attendu que je sois arrêtée. Donc là, je ne réalisais pas. Je fais, mais oui, mais quoi? Et là, elle a commencé à me parler des futurs traitements. Vous allez devoir faire de la chimio, probablement. Pas sûr, mais grande chance. Finalement, je n'ai pas eu de chimio, donc j'ai passé le pire, mais voilà. Quoi? J'ai eu, mais je vais t'expliquer, donc j'ai eu, j'ai eu une tumérectomie, donc on m'a enlevé... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai senti mon ganglion ici, c'était un ganglion sain. Enfin, il n'y avait rien, c'était bénin en fait. Sauf que heureusement que j'ai été, parce que là, j'avais quelque chose de malin que je ne savais pas. Ah. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a eu une chance de fou, c'est qu'en voyant ce truc-là, on a décelé ça qui était intouchable. J'aurais jamais... Enfin, l'oncologue m'a dit, peut-être que dans 1 an, il aurait doublé de volume et que vous auriez peut-être pu le sentir en vous lavant. Mais si vous n'aviez pas été consulté pour ça, jamais vous n'auriez été consulté pour ça. Et c'était ça le problème. C'était vraiment le kiss qui était là, quoi, tu vois. Et donc, à partir du moment où elle me parle de chimio, je lui fais, quand elle me l'annonce, je dis « Ah, mais quoi, c'est un cancer ?» Elle me dit « Oui, c'est un cancer du sein. » Et là, je me dis « Mais c'est une blague. » Et tu te dis toujours que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. À ce moment-là, je pétais la forme. Je mangeais 5 fruits et légumes par jour, mes protéines hyper sportives. Enfin voilà, j'ai toujours fait attention à mon hygiène de vie. Je dors bien. Ça peut tomber sur n'importe qui, quoi. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus, parce il y a toujours eu autant de cancers, mais avant, on n'en parlait pas autant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui en parlent pour faire fédérer, parler, enfin, passer des messages, etc. Donc il y en a toujours eu autant, voilà, mais c'est un cancer qui est mortel, hein, comme plein d'autres, mais il est tellement, entre guillemets, courant qu'il les médecins sont préparés à ce cancer-là, en fait. Mais il arrive de plus en plus jeune, enfin, une femme sur 10 est touchée par un cancer du sein. Enfin, c'est énorme, en fait. C'est énorme, une femme sur 10, donc tu mets 10 personnes dans une pièce, potentiellement, il y en a une qui a un cancer du sein, quoi. Mais moi, je suis toujours la personne qui tombe... Donc, il y a 1 personne sur 8 qui est atteinte d'endométriose. Je suis atteinte d'endométriose. Mais non. Ah oui, si. Je suis toujours la personne sur 10 qui est atteinte de la chose en question. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après la période de choc, à partir du moment où on t'annonce que tu as un cancer, là, par contre, j'ai trouvé que l'équipe qui m'a pris en charge était incroyable. J'ai eu l'assistante de l'oncologue qui m'a appelée, qui m'a dit voilà, tel jour vous aurez rendez-vous pour faire une scintigraphie, tel jour vous aurez rendez-vous pour faire radio machin. En fait, si tu veux, tu fais un TEP scan, ils appellent ça. Un TEP scan, c'est un scan de ton corps dans la globalité pour voir s'il n'y a pas d'autres métastases ailleurs, etc. Et donc, il faut un contrôle complet pour décider du protocole, en fait. Et puis, donc pendant toute une semaine, j'ai passé ma vie à l'hôpital. Et puis, le protocole a été décidé que j'allais me faire une tumérectomie. Donc, on a enlevé la tumeur. Non, pas ablation. C'est pas une ablation? Non, une ablation, c'est une mastectomie. C'est quand on t'enlève le premier sein infecté et puis on le reconstruit. Donc, moi, j'ai juste une tumérectomie, c'est-à-dire que j'ai une cicatrice là qu'on voit. Tu vois, elle est là, ici. Bon, après, je vais pas trop montrer. Mais en gros, elle est juste ici. Et donc, on est venu enlever
la tumeur. On est venu enlever le kyste parce qu'il était quand même gros, même s'il était bénin. Et on est venu prélever un ganglion sentinelle. En fait, ganglion sentinelle, c'est un ganglion sur la chaîne axillaire qui te permet, en fait, si tu veux, tout est interconnecté. Donc, je te la fais courte et en jargon pas médical. En gros, si le ganglion sentinelle est atteint, ça veut dire qu'il y a des métastases dans ton corps. S'il n'est pas atteint, ça veut dire que ton cancer est localisé et donc, en gros, en fonction que si le ganglion sentinelle est infecté ou pas, ça décide potentiellement si tu vas faire de la chimio ou pas. Ok. Moi, comme mon cancer, il était trop localisé et en fait, tu fais des analyses dessus et donc mon ganglion sentinelle était sain, très très sain, donc il n'y avait rien à faire. Et donc là, j'ai fait de la radiothérapie, j'ai fait 4 à 5 semaines de radiothérapie, donc là, tous les jours, tu vas faire tes rayons. Tous les jours? Tous les jours, pendant 5 semaines. Puis après, parce que c'est pas fini, hein, le parcours du combattant, on est en plein dedans, il n'est pas fini. Après la radiothérapie, là, il a fallu se poser la question de l'après. C'est-à-dire que j'avais 34 ans, j'allais sur mes 35, pas d'enfant. Mhm. Et donc, j'ai dû prendre... Enfin, là, je suis sous traitement d'hormonothérapie. Ok. L'hormonothérapie, c'est un médicament qui a en fait pour effet, comme mon cancer il est à 100% hormonodépendant, si tu veux, d'éloigner les cellules cancéreuses via un médicament qui justement les en éloigne. Enfin, je te la fais très brève, quoi, tu vois. Mais en gros, les effets secondaires de l'hormonothérapie, c'est tous les effets secondaires d'une femme ménopausée. Donc c'est juste des effets secondaires horribles. C'est des bouffées de chaleur constantes, des sueurs nocturnes, des problèmes intestinaux, un ventre constamment ballonné, une fatigue chronique constante. C'est le plus gros effet secondaire pour moi. Je me sens tout le temps fatiguée, tout le temps. Des changements de caractère, problèmes de concentration. Enfin, c'est vraiment un médicament très lourd. Et donc normalement, tu dois le prendre 10 ans. Dans mon cas, en fait, c'est un médicament, je pourrais ne pas le prendre. Il y a des patientes qui décident de ne pas le prendre tellement que les effets secondaires sont abominables. Mais voilà, tu risques une récidive. Enfin voilà, on te donne un protocole, c'est pour essayer de le faire jusqu'au bout pour ton état de santé, quoi, tu vois, général. Et pour éviter de récidiver. Et donc du coup, là, moi, dans mon cas, elle m'a dit, le médicament, on va le garder 5 ans. Parce que, encore une fois, mon cancer, il était vu à temps. C'était un cancer au stade précoce, tu vois. Et donc voilà, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Mais donc là, je suis quand même toujours en traitement. On ne peut pas parler de guérison. On peut parler de guérison après 5 ans seulement. C'est triste. Hein. Oui, parce que comment t'as des risques de récidive dans les 5 premières années, c'est ça? C'est ça. Donc, mais je suis en rémission complète. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Rémission. Voilà, je suis en rémission complète. Ce qui veut dire que il y a 0,1% de chance que je récidive. Mais comme je te dis... 0,1%? Non, enfin, je pense qu'il y a même encore des zéros avant le 1, okay, tu vois. D'accord. Mais il y a quand même toujours une minime chance. On sait jamais, tu vois. Et donc, moi, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Ça t'angoisse? T'as l'impression, je voyais une épée là, tu vois. T'as l'impression d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, quoi. Et j'ai peur que si jamais j'arrête ce médicament, j'ai cette épée au-dessus de ma tête et qu'un jour... Ouais, ça fait peur quand même, qu'on te redise, voilà, vous avez fait des récidives, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je me dis, est-ce que je suis pas bien avec ce médicament et est-ce que je préfère pas le garder? Parce qu'au final, moi, je ressens plus trop les effets secondaires. Et ton entourage, comment eux, ils l'ont vécu? Ah, ils l'ont vécu de manière très philosophique, enfin, très... C'était incroyable. En fait, en gros, moi, j'étais en pleurs quand je l'ai annoncé à ma mère, je l'ai appelée au téléphone. Ma fille, t'as vécu bien plus que ça, hein. C'est pas grave, hein, tu vas t'en sortir, hein. Viens boire un verre à la maison, on va fêter ça. C'était ma mère. Voilà, non. Il y a pire comme réaction. Non, mais en fait, ma mère, en fait, mes parents ont eu la meilleure des réactions. Parce que je pense que s'ils avaient pleuré avec moi, on se serait tous là à pleurer ensemble. Enfin, en fait, non. Et là, ma sœur, elle m'a dit, voilà, Hello, tu vas t'en sortir. C'est un stade qui n'est pas avancé. Et de manière très philosophe, enfin voilà, tu vas suivre des traitements, t'inquiète, t'es entre de bonnes mains. Et je me rappelle bien que le soir même je te dis, on a trinqué à cette nouvelle en se disant, voilà, j'ai pris un petit apéro et tout, quoi, tu vois. Et donc ça a été génial. Maman m'a accompagnée dans la plupart de mes traitements, j'étais super bien entourée, j'ai eu beaucoup d'aide d'Arnaud, mon conjoint, enfin, il était incroyable, il était là au quotidien et tout, enfin vraiment... Quand on apprend que quelqu'un de son entourage a un cancer,
on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on se sent inutile. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à dire aux gens qui font partie de l'entourage de quelqu'un qui a un cancer pour qu'ils puissent l'aider du mieux qu'ils peuvent? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles parce que moi, par exemple, il y avait des gens qui venaient juste poser leurs mains sur moi, sur mon épaule, mais moi, je suis pas très tactile, donc j'avais pas besoin de ça. Mhm. Moi, dans mon cas personnel, la meilleure réaction, c'est mais t'es une warrior, ça va aller, t'inquiète. Je suis sûre que tu vas t'en sortir, ça va être quelques mois un peu compliqués, mais ça ira. Je t'envoie plein d'ondes positives. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment de bonne façon de réagir, mais ouais, du moment qu'on restait comme on était d'habitude avec moi et qu'on ne me prenait pas pour pitié, tout allait bien, quoi. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est mon combat au quotidien. T'es une warrior du début à la fin. Je sais pas, ça me fait plaisir quand on dit ça parce que c'est vrai que le cancer m'a quand même appris beaucoup de choses. Je me suis dit, finalement, la première chose que je me suis dit, c'est que je participerai jamais à Koh Lanta et finalement j'ai participé à Koh Lanta, j'ai réalisé mon rêve. Alors c'est peut-être pas le rêve de chacun, mais c'était le mien. Oui. Et donc je trouve ça incroyable. Et puis, quand on touche comme ça de près à la mort, on se dit quand même que la vie est trop courte et qu'il faut profiter de la vie chaque instant. Et là, sur les 3 rêves de ma vie, j'ai réalisé les 2, pas pires, mais les 2 plus difficiles à atteindre. Koh Lanta, voilà. Et sortir un titre et passer en radio, enfin, qui peut dire j'ai fait ça? Le 3e, c'est le tour du monde, mais ça, c'est pas compliqué. Tu mets un peu de côté, tu y vas, quoi, tu vois. Oui. Donc c'est le plus accessible, quand tu parles quoi. tour du monde, visiter chaque pays ou alors Non, c'est impossible, mais... pouvoir, je veux dire, avoir fait les 40 000 km du globe. Après, j'ai un peu modifié mon rêve dans le sens où j'ai un chat, j'ai pas envie de le laisser tout seul pendant un an. Non, mais disons que je partirais plus dans le rêve de faire un grand voyage par an et de faire vraiment, de mourir en ayant fait tous les pays de ma bucket list. Bien, eh bien, un énorme merci pour... Mais merci à toi. Pour toutes ces informations, pour tout... T'avais déjà expliqué tout ton parcours et de parler de choses un peu plus sérieuses qui potentiellement touchent une femme sur 10, Ouais, c'est ce énorme. qui est énorme. Je suis même pas sûre, c'est 1 sur 8 ou 1 sur 10. Mais bon, voilà, Mais on n'est pas loin, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et même malgré les progrès de la médecine, ça fait quand même encore trop de victimes. Oui, Voilà. c'est trop triste, mais, C'est trop mais voilà. Mais la médecine, en tout cas, moi je sais que j'ai une excellente équipe. Ils sont très préparés à ce fléau, malheureusement, parce que c'est un fléau. Et donc, à partir du moment où on rentre dans l'engrenage, on est vraiment bien suivi, quoi. Et ça, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ma route qui ont eu le cancer, ils m'ont tous dit la même chose. À partir du moment où tu es là-dedans, genre, tu as des appels tous les jours de l'infirmière, etc. Enfin, c'est un suivi très régulier. Et moi, je préfère avoir des suivis et des contrôles réguliers. Au moins, je suis rassurée, quoi. Parce qu'en Belgique, la mammographie, elle est interdite avant 40 ans. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Donc, c'est-à-dire que si tu veux te faire une mammographie avant 40 ans, déjà, il faut insister. Et puis, ils les acceptent, mais je pense que ça coûte 400 balles la mammographie, quoi, tu vois. Donc, personne ne peut se le permettre, quoi, tu vois. Donc je trouve ça scandaleux. Il faudrait pouvoir autoriser les mammographies dès l'âge de 20 ans. Alors oui, les mammographies, c'est pas top parce que c'est des rayons. Enfin voilà, c'est pas bon d'en faire tout le temps non plus. Et ça fait mal, non? Oui, ça fait super mal. Et voilà, mais je suis désolée. Enfin, il faudrait pouvoir... En fait, ce cancer n'est pas dangereux quand il est pris de manière précoce. Moi, je l'ai eu de manière précoce. Mais voilà, si j'avais pas été alarmée par cette boule-là qui était bénigne, j'aurais jamais été voir, ça aurait pu être pire, quoi, tu vois. Merci pour tout. Merci Alors, à toi. avant de te lâcher, Ouais. j'ai 2-3 petits trucs encore pour toi. Oui, pas de souci. Voilà. Bien, mais t'as réussi à manger tous les chips, donc tu as droit à ta petite récompense, Oh, le génial. t-shirt de l'émission, s'il te plaît. Terrible. Quoi, il y a des gens qui refusent de manger des chips? Il y en a que un qui n'a pas été Oui, jusqu'au bout. C'est ça que Oui, tu m'as demandé ma taille. c'est pour ça que j'ai demandé la taille. Ah mais c'est parfait, j'adore, c'est nickel. Et, Je vais le mettre. on a fait une petite photo vignette tout à l'heure. Oh, trop cool. Je vais te demander,
petite bafouille, une petite Ah, dédicace. dédicace. dessus. Alors, tu veux Mélo ou Élodie de Koh-Lanta? Non, je veux dire Mélo de Koh-Lanta. Mélo de Koh-Lanta. Oh putain, elle est trop chouette. Attends. Voilà. Trop bien. Elle est trop belle la photo. Et du coup, moi, j'ai quand même l'autre. Attends. Ah, tu signes avec tes petites lunettes, toi. Merci pour ton énergie positive. Tiens, Oh, c'est cadeau. merci, c'est terrible. Ah, c'est trop cool. Et franchement, le t-shirt, il est classieux, hein. Il va bien avec mon pantalon et tout. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime bien. Eh, je le mettrai, hein. Vraiment, hein, pour Ouais, être ouais. Asmo et tout, hein. Ah, c'est cool. Encore un énorme merci pour ta participation. C'était plaisir. vraiment très touchant. Il y a des trucs qui étaient vraiment Ouais. très touchants. Ouais. Ah, mais ça me fait plaisir. Et je mettrai en barre de description tous tes liens. Donc ton Insta, ton Spotify, Deezer, tu préfères Spotify, je Spotify, sais que oui, j'utilisais, voilà. oui. Voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter, de repartager. Oui, sa repartager, ça chanson. m'aide à faire vivre le projet. Voilà, ça l'aide de faire vivre le projet. Et en plus, c'est une chanson qui passe super bien, avec un refrain qui reste bien Ouais. en tête. Ouais. Et voilà, voilà, commentez, c'est ce qui permet de bien faire ressortir la chaîne et pour que les algorithmes se disent « Ah ben tiens, j'ai un petit truc à proposer aux gens ». Mettez 5 étoiles sur le podcast, ça permettra de continuer à le faire vivre. Et on se retrouve dans un mois avec notre prochain invité. Merci tout le monde, à bientôt et bon jeu.